Un groupe de héros se dirige vers la sombre forêt pour une mission visant à libérer leur foyer. Ils manient tous des armes puissantes appelées Regalia, des armes qui leur confèrent un pouvoir bien supérieur à celui d'un humain ordinaire. Ils sont donc pleinement préparés à vaincre les bêtes obscures de la forêt. Cependant, dès leur arrivée, leur conducteur se fait projeter dans les abîmes par l'une des bêtes obscures. Les autres passent immédiatement à l'action, et leur chef, Stéphane, ordonne à tous de se mettre en formation alors qu'ils chargent droit vers le repère des bêtes obscures. L'utilisateur du cutlass commence à trancher tous les monstres sur son passage avec sa technique de tourbillon, et Stéphane utilise sa lame pour décapiter un serpent géant qu'il combattait. Cependant, même décapité, le serpent continue d'essayer de mordre Stéphane, mais à la dernière seconde, Alicia parvient à l'arrêter en lui transperçant l'œil avec son épée pour l'achever. Jusqu'ici, l'équipe s'en sort plutôt bien, et maintenant que tous les monstres faibles de la zone ont été éliminés, l'équipe s'aventure plus profondément dans la grotte pour traquer le seigneur des bêtes du Sud. Ils finissent par arriver au centre de la grotte et se retrouvent face à face avec Clévatès de la Claire de Lune, et vous savez que ça va mal tourner quand le monstre fait une entrée avec une aura qui se forme. Tout le monde peut sentir l'intensité qui émane de la bête, mais Stéphane est confiant que lui et son équipe peuvent surmonter n'importe quoi grâce au pouvoir de l'amitié. Peu importe, l'amitié ne les sauvera pas ici. Après avoir vu Clévatès peindre le mur avec le sang de Stéphane, je me demanderais si être un héros en vaut vraiment la peine. Mais le tank semble penser qu'il peut faire mieux, alors il saute en l'air pour l'attaquer, mais il est presque immédiatement décapité en plein vol. Les autres commencent enfin à réaliser qu'ils n'ont aucune chance dans un combat direct, mais il est trop tard pour battre en retraite ou se regrouper car Clévatès a commencé à les éliminer un par un avec sa queue. Les autres sont confus car ils ne comprennent pas comment Clévatès les atteint si rapidement, mais Alicia réalise que les attaques de queue proviennent de leurs ombres, alors elle dit à tout le monde de sauter pour créer une distance avec l'ombre. Grâce à sa réflexion rapide, elle parvient à parer l'attaque de la bête et à survivre, mais les autres n'ont pas cette chance. L'un des héros survivants enfonce sa lance dans le sol pour invoquer un golem de terre, mais, toi et le sol ici êtes sous le contrôle de Clévatès, alors le héros ne peut pas terminer son golem, et plusieurs pointes de queue émergent du sol et le découpent. L'utilisateur de la lance essaie de charger et de dominer Clévatès, mais pendant que le type se bat pour sa vie ici, Clévatès se demande tranquillement comment des êtres aussi faibles que les humains ont réussi à pénétrer dans son repère. Il achève ensuite le reste des héros, ne laissant en vie qu'Alicia, qui a survolé les attaques avec son épée pour éviter d'être touchée. Elle finit par réussir à s'approcher suffisamment du visage de Clévatès pour lui porter un bon coup, mais même son attaque la plus puissante ne laisse qu'une égratignure sur Clévatès. Pendant ce temps, Clévatès est toujours plongé dans ses pensées car il ne comprend pas la stupidité qui a poussé les humains à attaquer son territoire alors qu'il n'a pas eu de conflit avec eux depuis plus de 1000 ans. Mais s'il continue à l'embêter comme ça, il va devoir trouver une solution plus permanente. Mais d'abord, il doit s'occuper d'Alicia, alors il lui tranche les membres et la fait tomber vers sa perte. Peu après, Clévatès atterrit brutalement dans le royaume humain, et il est là avec la vengeance en tête. Il était parfaitement content de laisser le royaume humain tranquille tant qu'ils s'occupaient de leurs affaires, mais ils ont dû essayer de conquérir son territoire. D'après ce que les héros ont dit avant le combat, ils ont été envoyés par le roi de Eden, alors il va devoir avoir une conversation avec lui à ce sujet. Les archers du royaume sont alertés de la menace, alors ils arrivent et visent Clévatès, mais sans surprise, ces flèches ne lui font absolument aucun mal. Mais malgré la différence de puissance évidente, il continue à attaquer comme si ça allait faire quelque chose. Clévatès est là uniquement pour le roi, alors il allait initialement ignorer tous les autres humains, mais comme il l'attaque maintenant, il les massacre tous sur son chemin vers le château. Les gardes du château commencent à préparer le reste de leur défense et pointent leurs catapultes vers Clévatès, mais leurs armes n'ont toujours aucun effet sur lui, alors Clévatès déchire les murs du château avec facilité. À l'intérieur du château, l'un des gardes va avertir le roi de l'attaque de Clévatès, mais le roi a déjà entendu tous les bruits de fracas, alors il sait à peu près ce qui s'est passé. Les héros qu'il a envoyés ont dû échouer à tuer Clévatès parce que les armes de Eden n'étaient pas encore assez puissantes. Il réalise que Clévatès est très probablement là pour lui, alors il n'y a pas d'intérêt à fuir maintenant car Clévatès le traquerait de toute façon. Cependant, même s'il va finir par mourir, le roi veut sceller la forge pour que les flammes de Eden ne s'éteignent jamais. Pendant ce temps, Clévatès est à l'extérieur, et il se demande pourquoi les humains ici sont si pitoyables comparés aux héros qui l'ont attaqué. Au début, il a pensé que c'était peut-être une sorte d'entraînement spécial, mais après que les gardes du château lui aient tiré des boulets cachés, il réalise que leur force résidait dans leurs armes. En y repensant, même si ça n'a pas fait beaucoup de dégâts, l'épée qu'Alicia a utilisée pour trancher sa corne a en fait laissé une marque, ce qui n'aurait pas dû être possible. Même si les humains ne sont que des insectes pour lui, un insecte avec un dard peut toujours être dangereux, alors Clévatès prévoit de tirer cette affaire au clair. En même temps, dans les profondeurs du château, le roi va vérifier la forge de Eden. Mais soudain, les murs autour de lui commencent à trembler,
Alors il réalise que Clévatès doit être proche et scelle précipitamment la forge. Quelques instants plus tard, Clévatès arrache le toit du château, et dès qu'il repère le roi, il l'interpelle. Le roi essaie de paraître impassible et dit à Clévatès qu'il n'a pas le droit de lui parler comme ça, mais Clévatès lui dit de surveiller son ton car s'il le voulait, il pourrait anéantir tous les humains en un instant, et pas seulement les gens de Éden, il pourrait aussi s'en prendre aux habitants des royaumes voisins. Il aurait pu tuer le roi maintenant, mais même s'il le faisait, un autre roi finirait par apparaître et perturber à nouveau le territoire de Clévatès, alors il donne une chance au roi de Éden de s'expliquer. Il veut savoir pourquoi il a ordonné à ses héros de l'attaquer, mais au lieu d'expliquer réellement la raison, le roi crache pratiquement au visage de Clévatès, disant qu'une bête comme lui ne pourrait jamais comprendre l'ambition humaine. Clévatès a entendu tout ce qu'il avait besoin d'entendre, alors il tranche la tête du roi et commence à préparer des plans pour éliminer tous les humains de la surface de la terre. Cependant, alors qu'il sort de la ville détruite, il tombe sur un bébé qui pleure après que sa mère ait été écrasée sous des débris. Clévatès ne ressent aucune sympathie pour lui, alors il décide de continuer son chemin, mais là, la mère du bébé l'interpelle et demande à Clévatès de sauver son bébé. Clévatès est un peu stupéfait par la demande audacieuse de la mère, alors il lui rappelle que c'est lui qui a causé la ruine de ce royaume, et qu'il a même décidé d'exterminer tous les humains. Alors pourquoi voudrait-il sauver un enfant humain? La mère comprend son point de vue, mais quoi que les adultes aient pu faire pour mériter la colère de Clévatès, elle insiste sur le fait que le bébé n'a rien fait pour mériter un tel sort. Clévatès ne voit pas l'intérêt de discuter de l'innocence du bébé puisque tous les humains se valent pour lui, mais il est prêt à jouer le jeu, alors il demande à la mère si elle peut lui prouver la valeur du bébé. La mère sait qu'elle ne pourra rien prouver à Clévatès, surtout puisqu'elle va bientôt mourir, mais elle jure que si Clévatès accepte de sauver le bébé, il finira par découvrir sa valeur par lui-même. La mère meurt peu après, et Clévatès s'en va complètement impassible, mais il finit par revenir pour le bébé, donc le discours de la mère a dû le toucher. Il n'est toujours pas tout à fait sûr que ce soit une bonne idée de prendre ce bébé, mais comparé à sa longue durée de vie, la vie d'un enfant humain est à peine perceptible, alors il est prêt à s'en occuper par curiosité. Dans le pays d'Étia, il y a 5 races humanoïdes, la première est les Dains, un royaume de personnes nombreuses et très habiles en architecture, ensuite viennent les Orgites, un royaume de personnes excellentes en chasse et en médecine, les Sladènes, des personnes aquatiques habiles en natation et pêche, les Bantis, des personnes barbares qui sont fortes individuellement mais incapables de travailler ensemble même si leur vie en dépend, et enfin, il y a le royaume de Éden, ou plutôt, il y avait le royaume de Éden, car il n'existe plus. Ils étaient la plus ancienne des races humanoïdes et excellaient dans la forge d'armes, c'est ainsi que les lames de Éden ont été fabriquées. Il y a bien plus dans le monde que juste Étia, mais au-delà des frontières du continent, il est entouré de ténèbres de tous côtés. Ces ténèbres sont où vivent les bêtes obscures, et les 4 seigneurs des bêtes obscures, dont Clévatès, donc les humains n'ont jamais mis les pieds en dehors d'Étia. De retour dans la grotte de Clévatès, il a ramené le bébé avec lui, et après avoir effrayé toutes les bêtes pour s'assurer qu'aucune ne le mange, il se blottit près de l'enfant pour se reposer, mais maintenant il ne sait pas quoi faire de lui. Il peut lui donner un peu de son énergie pour maintenir sa force et éviter qu'il ne meure bientôt, mais le bébé est actuellement couvert de caca. Clévatès n'a pas signé pour ça, alors il attrape le bébé et le jette dans une fosse d'araignée sans hésiter. Le bébé se met immédiatement à pleurer, et je ferais probablement de même si j'étais entouré d'araignées, mais Clévatès le rassure en disant qu'il est en sécurité, les araignées de cette fosse ne mangent que du caca, alors il l'a jeté là-dedans pour le nettoyer. Mais ça ne le rend pas moins effrayant. Même après l'avoir remonté, il ne cesse de pleurer, et Clévatès commence à en avoir marre de ses pleurs constants. Mais en tant que seigneur des bêtes obscures, il ne peut pas revenir sur sa décision, alors il va devoir aller jusqu'au bout. Mais pour s'assurer que le bébé survive, il va avoir besoin d'un humain pour s'en occuper, alors il se dirige vers les héros qu'il a tués pour voir si l'un d'eux peut être utile. Quelques instants plus tard, Alicia se réveille et se retrouve à fixer le ciel, mais elle se souvient clairement s'être fait tuer, alors elle se demande si c'est l'au-delà. Cependant, dès qu'elle voit Clévatès, elle réalise qu'elle est toujours dans sa grotte. Elle cherche instinctivement son épée, mais Clévatès lui dit qu'il a déjà jeté toutes les armes, ainsi que les corps de ses alliés, dans le ravin. Cependant, elle avait l'air utile, alors il a décidé de la ressusciter. Actuellement, Alicia est en gros un cadavre ambulant, et la seule raison pour laquelle elle peut bouger est l'énergie obscure qu'il lui a insufflée. Mais ça suffit comme explication pour l'instant, alors il dit à Alicia de se rendre utile et de lui donner du lait. Il lui faut un moment pour réaliser ce que Clévatès vient de lui demander, mais il ne plaisante pas, et ce n'est pas une demande non plus, car il a vraiment besoin de ce lait, alors il utilise ses pouvoirs pour forcer Alicia à obéir. Cependant, après plusieurs minutes de succion, Clévatès finit par réaliser que ça ne marche pas. Alicia lui dit que ça ne marcherait évidemment pas parce qu'elle n'a jamais eu de bébé auparavant, et elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un comme Clévatès voudrait garder un bébé en vie en premier lieu.
Clévatès n'a pas l'intention de lui expliquer ses raisons, mais comme Alicia ne peut pas fournir de lait, il va devoir la rendre utile d'une autre manière. Le bébé ne mourra pas tant que Clévatès continue de lui donner de l'énergie, mais il sera perpétuellement affamé, alors il demande à Alicia s'il y a un autre moyen d'obtenir du lait. Alicia ne peut pas désobéir à l'ordre de Clévatès, alors elle lui dit qu'il devra engager une nourrice pour nourrir le bébé, mais pour ça, il devrait se rendre dans une ville humaine, et avec sa forme actuelle, il est sûr de causer la panique, alors il décide de prendre une forme humaine pour se fondre dans la foule. Il n'a pas beaucoup de références, alors il choisit de prendre la forme de la mère du bébé et dit qu'il s'appellera Crène, tandis que le bébé s'appellera Luna. Crène dit à Alicia de montrer le chemin vers le village le plus proche, mais avant ça, ils doivent s'arrêter pour qu'Alicia lave la couverture de Luna. Mais pendant qu'elle la lave, elle remarque que la couverture porte l'emblème royal de Eden. Pendant ce temps, dans ce qui reste de Eden, la nouvelle de ce qui s'est passé s'est répandue, alors un éclaireur a été envoyé pour inspecter les dégâts. Il n'arrive pas à croire qu'une seule bête obscure ait pu causer autant de destruction, mais c'est exactement pour ça qu'il pensait qu'attaquer l'un des seigneurs des bêtes était trop téméraire. Et le timing n'aurait pas pu être pire, car le jour de l'attaque était le jour où la princesse héritière était censée fuir le royaume avec son fils. De retour près de la rivière, Alicia affronte Crène et lui demande s'il savait que Luna était de la famille royale quand il a pris le bébé. Crène n'a aucune idée de ce dont elle parle, alors Alicia souligne que le tissu dans lequel Luna était enveloppée portait l'emblème royal, et seuls les membres de la famille royale peuvent l'utiliser. Maintenant que Crène y pense, la femme dont il a pris Luna était écrasée sous les décombres du château, alors il est logique que Luna soit un membre de la famille royale, mais ça ne change pas vraiment les plans de Crène. Alicia demande ce qu'il veut dire par décombres du château, alors Crène lui dit carrément qu'il a détruit Eden et tué le roi la nuit dernière. Alicia ne peut pas croire que Eden a vraiment été détruit, mais Crène lui rappelle que ce sont eux qui l'ont attaqué en premier. Crène ne pense pas que ce soit grave, mais Alicia dit que c'est très grave parce que si Crène a vraiment anéanti Eden, et que Luna doit être le dernier membre de la famille royale, ça veut dire que des tonnes de gens vont le poursuivre. Crène demande pourquoi, alors Alicia explique que seuls les membres de la famille royale de Eden peuvent utiliser les techniques de forge spéciales utilisées pour fabriquer les armes de Eden. Mais juste après avoir dit ça, elle réalise qu'elle a révélé trop d'informations. Crène n'avait pas beaucoup réfléchi à ce qu'il voulait faire avec Luna jusqu'à présent, mais s'il est vraiment si important, alors Crène ne verrait pas d'inconvénient à en faire le nouveau roi des humains. Comme ça, Crène pourrait tout contrôler dans l'ombre, et écraser les humains une fois pour toutes s'ils dépassent les bornes. Mais pour l'instant, ils doivent encore trouver du lait pour Luna, alors il dit à Alicia de se remettre en marche. Alicia ne sait toujours pas pourquoi Crène est si attachée à Luna, mais elle est certaine que s'il lui arrivait quelque chose, il tuerait probablement tous les humains du continent, alors Alicia doit le protéger à tout prix. Quelques heures plus tard, Alicia se réveille et se retrouve enchaînée à l'arrière d'une calèche. Crène est content de voir qu'elle est enfin réveillée, alors il l'informe calmement qu'ils ont été capturés il y a quelque temps, mais Crène n'a pas vraiment envie de faire quoi que ce soit à ce sujet puisque Luna dort en ce moment. Alicia, quant à elle, est très inquiète, surtout parce qu'elle ne comprend pas comment les soldats ont réussi à maîtriser Crène aussi facilement. Elle lui demande s'il est aussi faible qu'un humain ordinaire dans cette forme, mais Crène lui dit que ce n'est pas le cas. Il a toujours tous ses pouvoirs, mais c'est la première fois qu'il prend une forme humaine, alors il ne savait pas que le crâne humain était si fragile. Quoi qu'il en soit, il dit que maintenant qu'il est conscient de la fragilité de son corps, personne ne pourra plus le prendre par surprise. Alicia est contente de l'entendre, mais si Crène a déjà retrouvé toute sa force, elle demande pourquoi il ne les a pas déjà sortis de là. Crène lui dit qu'en ce moment, il joue le rôle d'un humain ordinaire, et tant qu'il n'aura pas fait de Luna un roi, il ne veut pas révéler sa véritable identité. De plus, une partie de la raison pour laquelle Crène fait tout cela est pour apprendre à connaître la nature humaine, alors il est intéressé de voir le côté plus sinistre de l'humanité. Sur ce point, il ne comprend pas vraiment ce qui se passe ici, alors il demande à Alicia de lui expliquer. Alicia dit à Crène qu'ils ont été attaqués par des bandits, les pires de la société, et d'après ce qu'elle voit, les bandits ont l'intention de vendre tous les survivants à un marchand d'esclaves. Crène demande à quel point ces bandits sont censés être forts, et pour des humains, Alicia dit qu'ils ne sont pas si forts. Ils n'hésiteront pas à recourir à des tours sales, alors ils sont vraiment difficiles à gérer. Alicia assure à Crène que la plupart des humains sont loin d'être aussi méprisables que les bandits, alors il ne devrait pas baser son opinion de l'humanité sur eux. Finalement, ils arrivent à la base des bandits, et tous les captifs sont sommés d'avancer. Un des hommes refuse de se laisser vendre comme esclave, alors il tente de s'enfuir, mais avec ses bras enchaînés et ses jambes alourdies, il n'est pas très rapide. Les bandits le voient essayer de s'échapper, alors l'un d'eux sort un couteau et le plante dans le dos de l'homme, le tuant sur le coup. L'autre bandit annonce alors que quiconque tentera de s'enfuir ou de leur désobéir subira le même sort, et tous les captifs restants sont si terrifiés que personne n'ose se rebeller. Crène trouve toute cette dynamique intrigante, mais avant qu'il et Alicia ne puissent continuer à marcher,
un des bandits s'approche et dit à Alicia qu'elle doit le suivre. Glenn les laisse emmener Alicia plus qu'il veut encore voir comment tout cela va se dérouler, et soudain, une femme lui crie dessus parce qu'il ne travaille pas. Comme Glenn est techniquement un esclave maintenant, il décide de jouer le jeu et va la voir puisqu'elle l'a appelé, mais dès qu'elle voit qu'il tient un bébé, elle se met à appeler une femme nommée Neil. Neil est la pauvre esclave obligée de faire tout le travail difficile à la taverne, et elle est un peu maladroite, alors quand Carm l'appelle, elle finit par tomber. Carm crie sur Neil pour avoir laissé tomber tous les draps par terre, et Neil s'excuse, mais à part ça, Carm dit à Neil qu'elle sera chargée de s'occuper du bébé de ce garçon, et dès que Neil voit Luna, ses yeux s'illuminent parce qu'elle aime vraiment les bébés. Pendant ce temps, Alicia est amenée au bureau du vice-capitaine des bandits, Vrocko, mais Vrocko crie sur les deux pour ne pas l'avoir appelé le patron. Les autres bandits pensent qu'il plaisante, mais Vrocko dit qu'il est sérieux, et s'il refuse de le reconnaître comme leur patron, il devra lâcher son animal de compagnie, Betty. Alicia est choquée que Vrocko ait réussi à acquérir un troll monstre de l'Ouest, et elle est encore plus choquée par le fait qu'il l'ait dressé comme un animal fidèle. Passant aux affaires, Vrocko sort le sac de gemmes qu'Alicia portait quand les bandits l'ont capturé. Il sait que ces gemmes ne se trouvent que dans la montagne Luna, mais cet endroit est le territoire de Clévatès, l'un des 4 seigneurs des bêtes obscures, alors il est impossible qu'une personne ordinaire ait pu les acquérir ou même s'approcher de la zone. Il sait aussi que le royaume de Eden a récemment envoyé une escouade de héros pour combattre Clévatès, mais les rapports disent que les héros ont tous échoué. Vrocko sait aussi par hasard qu'un des héros était une femme qui ressemble beaucoup à Alicia. Il mentionne comment Clévatès a détruit le royaume de Eden après l'attaque ratée des héros, et ce fut une vraie tragédie pour tous ceux impliqués, mais pour le groupe de bandits Raven, c'était la meilleure nouvelle qu'ils pouvaient espérer. Vrocko sort alors une lame rouge, et Alicia est stupéfaite parce qu'elle ne peut pas croire que quelqu'un comme lui possède une épée monaïtrate. Vrocko se vante de comment les épées faites de ce métal donnent à l'utilisateur une force incroyable, mais il n'a jamais vraiment ressenti cette montée de pouvoir parce que celle qu'il a en main maintenant est une fausse, puisque seuls les membres de la famille royale peuvent fabriquer de vraies épées magiques. Il dit à Alicia que leur groupe de bandits vend 2 choses, des esclaves et de fausses épées magiques, puisque la plupart des gens sont trop stupides pour faire la différence. Les rumeurs disent que tous les membres de la famille royale sont morts aux mains de Clévatès, et si cela s'avère vrai, alors le prix des épées magiques va monter en flèche en un rien de temps. Il assure que les 13 regalias, fabriqués à la main par le roi avant sa mort, se vendraient à un prix élevé, mais toutes ont apparemment été perdues dans la bataille contre Clévatès. Cependant, avec Alicia sous son commandement, Vrocko pense qu'il peut trouver les regalias et les vendre pour faire un énorme profit, alors il dit aux deux de la faire les guider vers les regalias dès le matin, et après ça, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec elles. Pendant ce temps, Glenn joue diligemment le rôle d'un serviteur à la taverne. Neil est occupé à nourrir Luna, alors il n'a aucune raison de causer des problèmes, mais quelques instants plus tard, un bandit arrive et crie à Neil de lui apporter plus de bière. Neil pose Luna et va chercher la bière, mais même si elle fait ce qu'il lui demande, le bandit lui donne quand même un coup de pied dans le dos. Après ça, un autre bandit crie à Glenn de lui apporter de la viande, alors Glenn obéit et sert le bandit sans se plaindre. Les bandits sont surpris que Glenn n'essaie pas du tout de leur désobéir, et ils pensent qu'il fera un excellent esclave, mais Carm trouve toujours qu'il y a quelque chose de bizarre chez lui. D'après la corne sur sa tête, elle a supposé que Glenn doit avoir du sang au brite, mais sa peau est bien trop pâle pour ça, et ses yeux semblent bien trop froids pour un garçon ordinaire. Au même moment, Neil s'occupe de ses affaires et porte la bière quand, soudain, un des bandits tend intentionnellement son pied pour la faire trébucher. Neil tombe et brise les tonneaux de bière par terre, alors les bandits agissent comme si c'était sa faute et la traînent dehors pour la punir. Les bandits aiment juste voir Neil souffrir, alors après l'avoir battu, ils rentrent chez eux comme d'habitude. Glenn utilise alors ses ombres pour dévorer leur corps afin qu'il n'y ait aucune trace de leur mort. Après ça, il trouve Neil et lui demande de lui prêter son lait parce que Luna a encore faim. Neil ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais elle accepte de nourrir Luna, et pendant que Luna mange, Glenn dit qu'il a quelques questions à lui poser. Il veut savoir qui elle est et pourquoi elle est avec les bandits, alors Neil commence à raconter son histoire. Elle est née dans le camp des pirates, et bien qu'elle n'ait jamais su qui était son père, elle se souvient clairement de sa mère. Les choses n'ont jamais été faciles pour elle, et d'après ce dont Neil se souvient, sa mère était constamment maltraitée par les bandits, mais peu importe à quel point c'était dur, elle a toujours enduré pour Neil. Cependant, vers les 12 ans de Neil, sa mère a soudainement disparu. Neil ne sait pas si elle est morte ou si elle a réussi à s'échapper, mais une fois sa mère partie, les bandits ont tourné leur attention vers Neil et ont commencé à la blesser pour s'amuser. En conséquence, Neil a perdu la plupart de ses dents, et elle n'entend plus que d'une oreille maintenant. Les choses se sont un peu améliorées pour elle quand Carm l'a prise sous son aile, et depuis, les bandits ont arrêté de cibler Neil pour leur jeu malsain. De plus, maintenant elle a un vrai travail à faire, elle produit beaucoup de lait pour remplir le ventre des bébés affamés. Glenn trouve l'histoire de Neil intrigante, mais d'après ce qu'Alicia lui a dit, il faut avoir un enfant avant de pouvoir produire du lait,
Alors il demande à Neil où est son enfant. L'expression de Neil devient sombre alors qu'elle explique qu'elle n'en a pas parce que c'était un mort-né. Quand Carm lui a annoncé la nouvelle, Neil est tombée dans une profonde dépression, et elle souhaitait vraiment mourir à ce moment-là, mais quand elle a ouvert les yeux le lendemain matin, elle a trouvé un bébé inconnu en train de téter son lait. Elle savait que le bébé mourrait de faim si on le laissait seul, alors elle l'a laissé boire autant qu'il voulait, et après ça, d'autres bébés lui ont été confiés pour les nourrir, c'est comme ça qu'elle est devenue la nourrice résidente. C'est pourquoi, même si sa vie n'a pas été géniale, elle veut faire de son mieux pour que les bébés qui ont besoin de son lait soient heureux. Clem en a assez entendu, alors il remercie Neil de lui avoir raconté son histoire et lui demande de venir avec lui. Il veut l'engager comme nourrice de Luna, et bien qu'il ne fasse généralement pas confiance aux humains, il peut dire que Neil est une bonne personne. Neil dit qu'elle est heureuse de recevoir une telle offre, mais elle ne pense pas que Clem puisse vraiment sortir d'ici puisqu'il est un esclave comme elle, alors elle décline poliment son offre. Pendant ce temps, quelques bandits emmènent Alicia le long d'un pont de corde, et dès qu'elle réalise qu'elle est conduite vers un puits de mine inondé, elle a un très mauvais pressentiment. Au fond de la mine, elle voit un homme s'approcher du bord de la jetée avec un crochet dans les mains. Les bandits rient tous parce qu'ils savent ce qui va se passer, mais même s'il est clair qu'on lui tend un piège, l'homme prévoit toujours de le faire parce que les bandits ont promis de le laisser, lui et sa femme, partir s'il récupère le trésor au fond du lac. L'homme plonge et commence à nager vers le fond du lac, mais Alicia lui crie de sortir de là immédiatement parce que, selon les légendes, le puits est plein de monstres. Quelques instants plus tard, ces monstres sortent de l'eau avec l'homme dans leurs mâchoires et commencent à le dévorer devant sa femme dévastée. Alicia est écœurée par ce qu'elle vient de voir, mais les bandits ont l'air d'avoir vraiment apprécié regarder cet homme se faire déchirer. Les monstres dans l'eau s'appellent les Arvins, et ils sont apparus pendant la grande inondation il y a 300 ans, et maintenant ils sont confinés dans l'eau de ces mines. Même le héros Cordwar, le plus fort héros de sa génération, n'a pas pu les vaincre, et c'était quand il y avait encore de la terre ferme pour se battre, mais maintenant que la mine est complètement inondée, il est pratiquement impossible de vaincre les Arvins. L'épée magique que le vieux héros utilisait s'appelait Stream Splitter, et Alicia suppose que c'est le trésor que les bandits ont dit à cet homme d'aller récupérer, mais même s'ils lui ont promis la liberté en échange du risque de sa vie, les bandits n'ont jamais eu l'intention de le laisser vivre, même s'il avait réussi à revenir vivant d'une manière ou d'une autre. Elle les traite de salopards irrécupérables, mais les bandits lui disent qu'elle n'est pas en position de leur parler comme ça quand ses mains sont liées, ses pieds sont enchaînés, et qu'ils sont sur un pont à des centaines de mètres en l'air. Il y a même une douzaine d'autres bandits qui attendent leur chance pour la torturer toute la nuit, et Fido est particulièrement excitée à l'idée de la faire crier. Vu la situation, Alicia n'a plus beaucoup d'options, et elle espérait vraiment ne pas avoir à compter sur la malédiction de Clévatès, mais il semble qu'elle n'ait plus le choix maintenant. Elle se disloque immédiatement l'épaule et fait tourner ses bras au-dessus de sa tête pour écraser la tête de Fido entre les menottes et le faire couper la corde du pont avec sa lame. Cela les fait tomber tous les deux dans la mine rocheuse en dessous, et un craquement inquiétant se fait entendre quand le corps d'Alicia heurte le sol, la tuant sur le coup. Les bandits regardent en bas, et quand ils voient le corps sans vie d'Alicia, ils commencent à paniquer parce qu'ils étaient censés la faire les conduire aux 13 Regalia qui avaient été perdus. Pendant ce temps, au fond de la grotte, Alicia reprend connaissance grâce à la malédiction d'immortalité que Clévatès lui a infligée. Grâce à la malédiction, elle ne peut pas mourir, mais la malédiction ne lui accorde pas de régénération, donc elle est actuellement paralysée du cou vers le bas, et elle ne sait pas quoi faire. Tous les os de son corps sont brisés, et elle a déjà perdu énormément de sang, donc il n'y a aucun moyen qu'elle puisse sortir d'ici par ses propres moyens. Mais ce sera mauvais si les bandits descendent ici et découvrent qu'elle est toujours en vie, alors elle commence à se débattre dans une tentative de bouger, jusqu'à ce que le sang de son corps s'élève dans les airs, et que Clévatès apparaisse devant elle. Alicia est surprise de voir Clévatès sous une forme si minuscule, mais il dit qu'il est seulement comme ça parce qu'il se manifeste à partir de la magie du sang dans le corps d'Alicia. Ce sang magique est ce qui maintient son corps immortel en vie, donc si elle perd tout son sang, alors elle mourra pour de vrai. Cependant, tant qu'elle reste utile, Clévatès promet de remplacer tout le sang dans son système, et une fois qu'il aura fait ça, elle devrait pouvoir récupérer des dommages qu'elle a subis. Alicia est contente d'entendre ça, mais elle remarque que Clévatès n'a pas encore commencé à la soigner, alors elle lui demande ce qu'il attend. Clévatès dit qu'il la soignera éventuellement, mais avant ça, il a une question qu'il veut lui poser. Il a récemment trouvé la candidate parfaite pour être la nourrice de Luna, et même en tant que démon, Clévatès pouvait voir que Neil était maltraité ici, alors il lui a offert une chance de s'échapper et de vivre une meilleure vie en tant que nourrice de Luna. Mais à sa grande surprise, Neil a refusé directement. Clévatès demande à Alicia si elle a une idée de pourquoi Neil refuserait une telle opportunité, et d'après ce qu'Alicia peut en déduire, elle pense que c'est parce que Neil voit Clévatès comme un esclave incapable de tenir sa promesse. Les groupes de bandits comme celui-ci ne permettent pas simplement aux gens de partir, et quiconque parvient à s'échapper finit inévitablement par être traqué par les bandits. Après être né et avoir grandi dans cet environnement,
Neil croit probablement qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse être libre. Clévatès lui demande s'il y a un moyen de résoudre le problème, et Alicia pense que la méthode la plus directe serait de tuer tous les bandits dans le camp. De cette façon, il n'y aurait personne pour poursuivre Neil si elle s'échappe, donc elle serait beaucoup plus disposée à accepter l'offre de Clévatès. Alicia dit que ce devrait être facile pour Clévatès de massacrer tous les bandits ici tout seul avec tout le pouvoir qu'il a, mais Clévatès dit qu'il ne veut pas faire ça. Il ne peut pas risquer que quelqu'un découvre qu'il a quitté la montagne parce que les gens pourraient essayer d'en profiter et lancer une attaque sur les terres de Clévatès pendant son absence. À la place, il dit qu'il veut qu'Alicia le fasse puisque ce serait normal pour une héroïne comme elle de tuer un groupe de bandits pendant son voyage. Alicia essaie de protester, mais Clévatès la coupe et dit qu'elle devrait juste le faire, juste avant de la remplir de sang pour régénérer son corps. Les bandits finissent par descendre au fond de la mine pour chercher le corps d'Alicia, mais quand ils la retrouvent finalement, ils sont horrifiés en voyant son corps se tordre et se plier de manière inhumaine. Chaque fois qu'un os se remet en place ou que les tissus se reconnectent, Alicia subit une douleur atroce, mais quand c'est enfin terminé, elle est de nouveau en parfaite santé. Les bandits n'ont aucune idée de comment elle a pu survivre à une telle chute, mais ils s'en moquent parce que tant qu'Alicia est encore en vie, ils peuvent la forcer à les conduire aux 13 Regalia. Ils savent qu'elle est une héroïne, donc ils doivent être prudents, mais ils supposent que ça devrait aller tant qu'ils l'attaquent en groupe. Cependant, un type décide de foncer en avant et de l'affronter seul, donc il frappe Alicia à l'épaule, mais après la douleur qu'elle vient de subir, ce n'est rien. Alicia attrape alors son bras et lui donne un coup de poing directement au visage avant de prendre son épée et son bandeau. Elle n'aime toujours pas le fait qu'on la force à se battre, mais ces bandits sont irrécupérables, donc elle doit les éliminer. Maintenant qu'Alicia s'occupe des bandits, tout ce que Clévatès a à faire est de trouver Neil et de la convaincre qu'elle peut vraiment s'échapper d'ici. Pendant ce temps, Neil retourne à la taverne, et Carm l'attendait parce qu'elle était inquiète. Elle déteste voir Neil se faire abuser et battre comme ça, mais elle ne peut rien faire pour arrêter les bandits. Neil apprécie beaucoup la gentillesse de Carm, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, donc Carm lui demande de commencer à débarrasser les assiettes. Carm remarque que Neil est d'une humeur étrangement bonne pour quelqu'un qui vient de se faire battre, donc elle lui demande si quelque chose de bien s'est passé. Neil ne dirait pas exactement que c'est quelque chose de bien, mais elle admet que ça l'a rendue heureuse. Elle demande à Carm si elle sait à quoi ressemble l'extérieur, et Carm est un peu surprise parce que Neil n'a jamais posé une question comme ça avant. Carm lui demande pourquoi elle veut savoir, donc Neil explique qu'elle est née dans le camp, donc elle n'a jamais pu expérimenter ce que c'est que l'extérieur. Mais Carm, d'un autre côté, a été amenée ici, donc elle en connaît probablement un rayon. Carm admet qu'elle connaît le monde extérieur, mais elle n'a pas beaucoup de bons souvenirs parce que, comme la plupart des autres femmes qui ont été amenées ici, soit leurs maisons ont été détruites, soit elles n'ont jamais eu de maison pour commencer, donc ce n'est pas quelque chose dont elle parle souvent. Carm demande pourquoi Neil est soudainement devenue si curieuse à propos de l'extérieur, donc Neil explique que quelqu'un lui a demandé si elle voulait partir. Carm gifle violemment Neil pour avoir osé dire quelque chose comme ça à voix haute, surtout quand il y a encore des bandits dans la taverne. Les bandits ici les considèrent comme rien de plus que des esclaves qui peuvent être jetés quand elles ne sont plus utiles. C'est pourquoi elles ont dû se serrer les coudes et veiller les unes sur les autres, donc Neil ne peut pas dire des choses comme ça si elle veut survivre ici. Juste à ce moment, Vrocko arrive par hasard, et il a tout entendu, donc Carm est très nerveuse à propos de ce qu'il pourrait faire. Elle demande à Vrocko ce qu'il fait ici puisqu'il vient rarement à la taverne, mais il dit juste qu'il a entendu qu'un bébé était arrivé récemment, donc il voulait aller voir. Carm demande à Neil de dire à Vrocko où est le bébé, et la dernière fois que Neil a vérifié, Luna était dans les écuries, donc Vrocko dit qu'il ira voir par lui-même. Mais avant de partir, il demande à Neil de l'accompagner, et d'après la manière dont il a dit ça, Carm comprend immédiatement que ça ne présage rien de bon. Elle essaie d'arrêter Vrocko, mais elle n'a aucune autorité ici, donc elle ne peut pas faire grand-chose, et Neil est complètement inconsciente du sort qui l'attend. Une fois que Vrocko a emmené Neil, Carm frappe la table de colère parce que Neil était la seule qui pouvait s'occuper des bébés ici, mais Vrocko ne semble pas du tout s'en soucier. Elle essaie de se convaincre qu'elle n'aurait rien pu faire et que Neil l'a bien cherché en parlant de partir devant Vrocko, mais elle se sent toujours très mal à propos de ce qui va lui arriver. Juste à ce moment, Clem apparaît en tenant Luna, et Carm est d'abord surprise parce qu'elle ne l'a pas entendu entrer, mais ensuite elle réalise qu'il est probablement juste là parce qu'il veut nourrir Luna. Malheureusement, elle lui dit que Neil est parti et qu'elle ne reviendra probablement pas. Carm n'aime pas ça, mais c'est juste comme ça que les choses se passent ici. Clem ne comprend pas ce que Carm veut dire par là, donc il exige une explication, et un seul regard dans les yeux de Clem dit à Carm qu'il est très sérieux à propos de s'assurer que Neil va bien. Pendant ce temps, Vrocko conduit Neil dans un vieil escalier, et Neil est émerveillée parce que même si elle a passé toute sa vie dans ce camp, elle n'a jamais vu cet endroit avant. Vrocko explique que ça faisait partie d'une grande mine de minerais magiques, et les minerais magiques ont énormément d'utilisation. Par exemple, la lampe que Vrocko tient utilise des minerais magiques écrasés dans de l'huile d'insecte pour produire le feu,
et avant que Vroko ne devienne un bandit, il passait beaucoup de temps à rechercher les applications des minerais magiques, particulièrement des moyens de mélanger les minerais magiques avec divers liquides pour créer des effets intéressants. Au fait, ignore juste ces crânes sur le sol parce que ce n'est pas un mauvais signe ou quoi que ce soit. Juste à ce moment, Vroko éteint les lumières, et Neil commence à paniquer parce que cet endroit est plongé dans le noir, donc elle ne peut rien voir ici. Elle supplie Vroko de rallumer les lumières, et Vroko accepte, mais une fois que Neil peut voir à nouveau, elle est horrifiée de découvrir le monstre de compagnie de Vroko derrière elle. Une partie des recherches de Vroko était de développer des mélanges qui lui permettraient de contrôler des démons comme Betty ici, ce qui est aussi la raison pour laquelle il a pu devenir le leader du camp de bandits. Et en tant que leader, il ne peut pas laisser quelqu'un comme Neil en vie après qu'elle ait exprimé un désir de s'échapper, donc il va la faire exécuter par Betty. Neil commence à paniquer une fois qu'elle réalise enfin ce qui se passe, donc elle s'enfuit frénétiquement, mais ensuite Vroko donne à Betty l'ordre de manger Neil, donc Betty commence à la poursuivre. Alors que Neil trébuche en essayant de s'échapper, elle repense à l'offre que Clem lui a faite, et elle regrette vraiment de ne pas l'avoir acceptée parce que les choses auraient pu être différentes si elle l'avait fait. Juste à ce moment, elle aperçoit Clem tenant Luna à l'autre bout du tunnel, et la dernière pensée qui lui traverse l'esprit est à quel point elle est désolée de ne plus pouvoir s'occuper de Luna. Normalement, c'est là que Clem la sauve juste à temps, mais non, Neil se fait manger par Betty et est avalée entière, donc elle est partie. Luna commence à pleurer à la vue d'un acte aussi horrible, mais Clem lui dit que c'est juste comme ça que le monde fonctionne. Les bêtes magiques doivent manger, donc il ne peut pas la blâmer pour ce qu'elle a fait. Si quoi que ce soit, c'est la faute de Clem pour ne pas être arrivé à temps pour sauver Neil. Il est déçu d'avoir perdu une femme si utile, mais il ne peut rien y faire maintenant. Clem tourne alors son attention vers Vroko, et il est confus parce qu'il n'y a aucun moyen qu'un troll fier de la forêt occidentale se soumette à un homme petit et aux dents de lapin comme lui. Vroko pense que Clem doit être fou de l'insulter dans cette situation, et il ne sait pas comment Clem est même arrivé ici en premier lieu, mais ce n'est pas comme si ça importait beaucoup. Il dit à Betty de manger Clem aussi, mais à sa surprise, Betty refuse de bouger. Il lève les yeux vers elle pour voir ce qui ne va pas, et il est choqué de découvrir que Betty a l'air absolument terrifiée. Il ne l'a jamais vue aussi effrayée, et pour une raison quelconque, elle refuse de s'approcher de Clem. Elle était si effrayée, en fait, qu'elle régurgite involontairement Neil, mais Neil est couverte d'acide gastrique et il lui manque un bras et une jambe, donc elle n'a pas l'air en bonne forme. Certes, elle est gravement défigurée, mais elle est toujours en vie, donc Clem utilise ses pouvoirs pour neutraliser l'acide gastrique, puis il pose Luna à côté de Neil pour qu'elle puisse la réconforter dans ses derniers moments. Clem utilise ensuite une de ses ombres pour emporter Luna et Neil pendant que Vroko ne regarde pas, et au moment où il se retourne pour faire face à Clem, Vroko est choqué de voir que les deux autres ont disparu. Il pense que Clem a dû le faire en utilisant une sorte de magie, mais Clem n'a aucune idée de ce qu'est la magie. Vroko pense que Clem feint l'ignorance parce que la magie est la seule explication à tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Pour faire simple, la magie est l'utilisation de pierres magiques et d'autres ingrédients pour créer des effets spéciaux. Par exemple, cette drogue dans mon manteau a été faite en utilisant des pierres magiques, plusieurs herbes, et les larves d'une mouche parasite. En gros, ça rend n'importe qui à part moi stupide comme une pierre, et après l'avoir utilisée sur Betty, elle est devenue complètement soumise à moi. Vroko verse la drogue dans son feu pour créer une vapeur, et dès que Betty l'inspire, elle perd tout sens de la raison et attaque Clem dans une rage aveugle. Le corps de Clem est projeté comme une poupée de chiffon parce qu'il ne peut pas utiliser beaucoup de son pouvoir sous forme humaine, mais pendant qu'il vole dans les airs, tout ce à quoi il peut penser est à quel point il est furieux qu'Alicia ne lui ait rien dit à propos de la magie. Pendant ce temps, Alicia est toujours occupée à abattre les bandits, et elle en a déjà éliminé 8, mais il en reste encore beaucoup, et l'épée bon marché qu'elle a volée au premier type est déjà cassée. Si elle veut tous les tuer, alors elle va avoir besoin d'une meilleure arme, donc elle commence à courir droit vers la grotte inondée. Il reste environ 50 bandits, mais même avec son corps immortel, elle peut toujours se fatiguer, donc si elle manque d'énergie avant de tous les tuer, alors elle est fichue. Alicia finit par atteindre l'eau, mais les monstres l'attendent déjà à la surface, donc si elle saute maintenant, elle sait qu'elle va se faire manger. C'est pourquoi elle monte en haut de l'échafaudage à la place, pour piéger les bandits à la suivre. Et une fois qu'un grand nombre l'ont suivi en haut de l'échafaudage, elle coupe la corde qui le maintient et envoie la plupart d'entre eux chuter dans l'eau. Avec un grand nombre de personnes dans l'eau, les monstres entrent dans une frénésie alimentaire et commencent à dévorer les bandits un par un. Cependant, Alicia a pu passer discrètement en se cachant dans un tonneau, et comme elle n'a pas à s'inquiéter de mourir par suffocation, elle peut juste attendre de couler au fond du lac pour trouver l'épée légendaire. Alicia finit par atteindre le fond du lac, mais même si elle ne risque pas de mourir par suffocation, son corps a toujours besoin d'oxygène pour fonctionner, ce qui rend ses mouvements très difficiles. Elle aperçoit une faible lueur rouge au loin et rassemble toutes ses forces pour nager dans cette direction. Elle finit par s'en approcher suffisamment pour voir l'épée, mais juste au moment où elle s'apprête à l'attraper, un œil géant s'ouvre à côté d'elle et quelque chose commence à s'élever.
Alors qu'Alicia est emportée par les courants, elle se rend compte qu'il ne s'agit pas du fond du lac, mais de la tête d'une bête géante et sombre qui dormait ici et qui, maintenant qu'elle est réveillée, tente de la dévorer. Alicia est prise dans les mâchoires du monstre, mais dans le chaos, elle parvient à s'emparer de l'épée et à s'en servir pour se libérer. Elle est blessée et n'a presque plus de force à cause du manque d'oxygène, mais avec Stream splitté entre les mains, elle pense pouvoir s'en sortir indemne. La capacité de l'épée la rend incroyablement efficace sous l'eau, alors quand Alicia la brandit, elle la propulse vers l'avant, et elle utilise cette force pour se diriger tout droit vers la surface. Elle finit par remonter à la surface et prend une bouffée d'air frais bien nécessaire, mais le monstre l'a suivie jusqu'ici et commence à attaquer tout le monde à portée de vue. Alicia parvient à s'échapper pour l'instant, mais elle sait qu'elle ne peut pas vaincre seule une ancienne bête sombre comme celle-ci, et elle se demande ce qu'elle doit faire. Cependant, elle réalise alors quelque chose, il s'agit d'un camp de bandits, et elle se moque bien des bandits, elle peut donc partir, car ce n'est pas vraiment son problème. Alors qu'Alicia s'apprête à partir, quelques bandits survivants la supplient d'attendre car ils ont besoin d'aide, mais Alicia n'arrive honnêtement pas à croire qu'ils pensent qu'elle va les sauver après ce qu'ils ont fait. Elle danserait probablement sur leur tombe si elle en avait l'occasion, mais une fois que le monstre en aura fini avec eux, il ne restera plus rien à enterrer. Le monstre géant finit de dévorer les derniers bandits et, heureusement, comme cette créature est une bête aquatique, elle n'a aucun intérêt à quitter ce puits. Alicia peut donc l'ignorer maintenant qu'elle se trouve à une distance sûre. La plupart des bandits sont morts ici, et maintenant que cette créature est réveillée, il est impossible que les autres bandits veuillent rester dans les environs. Ce camp est donc fini. À ce moment-là, Alicia entend la voix de Clem dans sa tête, et bien qu'il ne puisse pas voir ce qu'elle a fait, il sent qu'elle a accompli sa mission, alors il la félicite pour son excellent travail. Cependant, il a un petit problème à régler pour le moment, alors il a besoin qu'Alicia vienne l'aider. Alicia est choquée d'apprendre que Clem, la bête toute puissante, est en difficulté, mais Clem dit que les circonstances sont hors de son contrôle. C'est en partie parce qu'il est sous sa forme humaine, mais il semble avoir été affecté par quelque chose appelé magie, et il est en colère contre Alicia pour ne pas l'avoir prévenu plus tôt, alors il lui ordonne de venir ici dès que possible. Pendant ce temps, Vroko court pour sauver sa vie, car après avoir utilisé sa brume magique pour pousser Betty à attaquer Clem, ce dernier a fait apparaître une sorte de pointe dans l'ombre et a tué Betty d'un seul coup. Vroko suppose qu'il s'agit d'une sorte de magie, mais il n'a jamais rien vu de tel auparavant, il est donc terrifié. Cependant, alors qu'il s'enfuit, il trébuche sur le corps presque sans vie de Neil, et lorsqu'il voit Luna assise à côté d'elle, une idée malveillante commence à germer dans son esprit. De retour au centre de la grotte, Alicia arrive enfin, à bout de souffle car elle a dû courir aussi vite qu'elle le pouvait, et toute cette fumée ne l'aide vraiment pas. Clem remarque l'épée qu'elle tient et lui demande ce que c'est. Cependant, Alicia se met sur la défensive et lui dit qu'il ne peut pas la voir, qu'elle a dû risquer sa vie pour obtenir cette épée, et que c'est pratiquement la seule raison pour laquelle elle a réussi à survivre, donc il n'est pas question qu'elle l'abandonne maintenant. Clem ne se soucie pas vraiment de l'épée, alors il décide de la laisser la garder. De toute façon, il a des problèmes plus importants à régler, comme cette brume rouge. Elle ne semble pas affecter les animaux normaux ou les humains comme Alicia, mais elle est incroyablement efficace contre les bêtes sombres, et même si Clem est beaucoup plus fort que la moyenne des bêtes sombres, ses sens ont été émoussés par la brume, il ne peut donc plus rien sentir et ses oreilles bourdonnent constamment. Techniquement, il pourrait simplement reprendre sa forme bestiale et dissiper tout le brouillard, mais cette grotte est plutôt exiguë, et il craint de provoquer un éboulement, car il ne sait pas où se trouve Luna à l'instant. Alicia est choquée d'apprendre que Clem a laissé Luna seule ici. Il lui dit qu'elle devrait toujours être dans les parages, qu'il a demandé à Luna de rester aux côtés de Neil car elle est à l'article de la mort, ce qui, avec le recul, était vraiment stupide, mais qui semblait tout à fait logique sur le moment. À présent, il ne peut plus sentir ni entendre Luna à cause de la brume, alors il demande à Alicia de faire quelque chose. Alicia n'a aucune idée de ce que Clem attend d'elle, car même si elle connaît l'existence de la magie, c'est pratiquement une langue étrangère pour elle. Certains humains peuvent utiliser la magie et d'autres non, c'est comme ça. Toute magie nécessite des pierres d'arcanite pour fonctionner, et même si certains ont le don de puiser leur pouvoir et d'obtenir divers effets, pour des gens comme Alicia, l'arcanite n'est qu'une pierre inutile. Clem la traite d'inutile, mais comme Alicia ne peut pas utiliser la magie, ils vont devoir partir à la recherche de Luna dans la brume, mais il est tout à fait possible que Luna soit déjà morte, alors il ne se fait pas trop d'illusions. Alicia demande à Clem ce qu'il fera s'il découvre que Luna est vraiment morte, mais Clem répond que cela ne changera pas grand-chose pour lui. Il perdrait simplement le peu d'intérêt qu'il avait pour l'humanité, et si cela arrivait, Alicia sait que Clem ferait disparaître tous les humains de la surface de la Terre. Elle doit s'assurer qu'il sauve Luna pour empêcher cela, alors elle commence à chercher des indices, et après avoir fouillé un peu, elle remarque une traînée de sang sur le sol, alors elle demande à Clem si Neil saignait quand il l'a vu pour la dernière fois. Clem le confirme, mais d'après ce dont il se souvient,
Les blessures de Neil étaient si graves qu'elle n'aurait pas dû pouvoir bouger du tout, ce qui signifie que quelqu'un a dû la traîner, mais qu'il n'a pas pu aller très loin. Pendant ce temps, Neil est traîné sur le sol par Vrocko, non pas parce qu'il a besoin d'elle, mais parce qu'elle refuse de le lâcher tant qu'il n'a pas lâché Luna. Plus tôt, lorsque Vrocko a trouvé Luna, il ne s'intéressait à lui qu'en raison de son sang noble, mais lorsqu'il a essayé de s'approcher, Luna a senti les ondes négatives qui émanaient de lui et s'est mise à pleurer avec une telle énergie que la lanterne en arcanite que Vrocko tenait à exploser. Une telle réaction ne pouvait signifier qu'une chose, Luna avait un talent magique extraordinaire, ce qui a conduit Vrocko à réaliser qu'elle devait être une survivante de la famille royale de Eden. Maintenant qu'il sait qu'elle est membre de la famille royale, il a beaucoup de projets pour Luna, mais il a du mal à s'enfuir car Neil ne le lâche pas. Neil est si gravement blessée qu'elle est pratiquement déjà morte, mais elle sait que rien de bon ne sortira du fait que Vrocko est Luna, alors elle ne le laissera pas l'emmener. Vrocko en a assez, alors il sort son couteau et s'apprête à couper les poignets de Neil pour pouvoir s'enfuir, mais à ce moment-là, Alicia arrive et lui demande d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Vrocko est choqué de la voir ici, car il est sûr d'avoir dit aux autres bandits de l'enfermer, mais à présent, ces types sont dans l'estomac des monstres du lac. Clem remarque Neil au sol et se rend compte qu'elle a dû utiliser toute son énergie pour empêcher Vrocko de s'échapper, il lui est donc redevable. Vrocko se rend compte qu'il a peu de chances de vaincre ces deux-là dans un combat, alors il menace de couper les doigts de Luna s'il s'approche davantage. Cela incite Alicia à s'arrêter, mais Clem ne voit pas où est le problème, car même si Vrocko coupe les doigts de Luna, il pourra simplement utiliser la magie pour le guérir plus tard. Cependant, même si cela est vrai, Alicia sait par expérience à quel point le processus de guérison est douloureux, et elle ne veut pas que Luna ait à subir cela, alors elle demande à Clem de la laisser s'en occuper. Elle interpelle Vrocko et lui dit qu'elle est prête à conclure un accord en échange de la sécurité de Luna. Elle lui montre l'épée qu'elle tient, et dès que Vrocko voit le blason sur la poignée, il reconnaît qu'il s'agit du symbole royal qui avait été perdu dans le lac. Alicia la jette contre le mur derrière Vrocko et lui dit qu'il peut la garder s'il libère Luna, mais je suis presque sûr qu'il aurait été plus judicieux de la jeter à la tête de Vrocko, car elle aurait probablement pu le neutraliser ainsi. Quoi qu'il en soit, Alicia dit à Vrocko qu'il aura besoin de ses deux bras pour retirer l'épée du mur, mais tant qu'il libère Luna sans lui faire de mal, Alicia ne l'empêchera pas de s'échapper. Vrocko réfléchit un instant, puis éclate de rire, car un héros ne renoncerait jamais aussi facilement à ses insignes dans des circonstances normales. Vrocko avait sans doute raison au sujet de Luna, qui est bien un membre de la famille royale, et maintenant qu'il en est certain, il dit à Alicia qu'un seul insigne ne suffit pas pour qu'il renonce à Luna. Si elle veut qu'il laisse partir Luna, elle devra lui donner l'emplacement exact des 13 insignes qui ont été perdus. Alicia hésite un instant, car il serait terrible que Vrocko mette la main sur les insignes, mais Clem lui dit de lui dire ce qu'il veut savoir, car Luna est plus importante qu'un tas d'épées. Alicia accepte et informe Vrocko que toutes les épées se trouvent au fond d'un ravin près de la tanière de Clévatès, mais qu'il ne pourra de toute façon pas s'y rendre pour les récupérer. Vrocko rit et lui dit qu'elle se trompe, car même s'il ne sait pas se battre, il a toujours la magie de son côté. Il sort alors un flacon de poudre et en répand le contenu sur tout son corps. Il explique que cette poudre lui permet d'utiliser un sort d'invisibilité, et que même si normalement cela ne suffirait qu'à le rendre légèrement translucide, grâce au talent de Luna pour la magie, tant qu'il la fait pleurer, Vrocko peut devenir complètement invisible. Alicia et Clem ne peuvent plus le voir, alors Vrocko pense qu'il peut s'éloigner sans qu'il le remarque, mais il n'a pas pris en compte le fait que Luna pleure toujours dans ses bras. Dès qu'Alicia localise l'endroit grâce au bruit, elle apparaît devant Vrocko et le coupe en deux. Clem attrape alors Luna et enlève la poudre d'invisibilité de Vrocko, donc ils ont pratiquement terminé, mais Neil est toujours en très mauvais état. Elle respire à peine, et c'est grâce à ses efforts qu'ils ont pu attraper Vrocko avant qu'il ne s'enfuit avec Luna, alors Alicia demande à Clem s'il peut la sauver. Clem n'est honnêtement pas sûr que cela en vaille la peine, car il devrait utiliser son ichor noir pour la guérir, mais il l'utilise déjà pour maintenir Alicia en vie. De plus, Neil a perdu une grande partie de son corps, il devrait donc reconstruire une grande partie de ses tissus et de ses os à partir de zéro. Cela va demander beaucoup de travail, mais Neil a utilisé tout ce qu'elle avait pour protéger Luna jusqu'à la fin, alors Alicia supplie Clem de la sauver. Clem finit par accepter, mais il prévient Alicia qu'il va devoir la tuer brièvement afin de pouvoir utiliser l'ichor noir pour guérir Neil. Alicia dit qu'elle est d'accord, mais mourir fait quand même très mal. Quelques heures plus tard, Clem a enfin fini de reconstruire le corps de Neil, et il a fait un travail incroyable, car elle n'est plus laide. Il a même réparé tous les dommages qu'elle a subis aux mains des bandits, et Neil est confuse, mais elle remercie Clem, car il lui a manifestement sauvé la vie. Cependant, Clem lui dit que si elle doit remercier quelqu'un, c'est Alicia, car c'est elle qui l'a convaincue de reconstruire le corps de Neil pour elle. Maintenant que Neil est de nouveau en vie, Clem lui fait la même proposition qu'auparavant, venir avec lui et devenir la nourrice de Luna. Cette fois-ci, Neil accepte avec joie. Le lendemain matin, Clem confisque l'épée d'Alicia, ce qui la dévaste,
mais il lui explique que le fait de la porter attirerait trop l'attention sur eux, et qu'il va donc la garder dans son ombre jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Pendant ce temps, Neil a fini de préparer les affaires des bandits pour qu'ils puissent poursuivre leur voyage, et elle a même trouvé de jolis vêtements pour Luna. Alicia lui demande si elle porte déjà tout ce bagage toute seule, car cela semble très lourd, mais Neil répond que cela lui semble léger. En y réfléchissant, Alicia se souvient que Neil a perdu une grande partie de son corps lorsqu'elle a failli mourir hier, et que Clem a donc dû remplacer ces parties par quelque chose qui l'a rendue plus forte, mais elle n'a aucune idée de ce qu'il a fait exactement. Neil s'approche d'Alicia et lui propose de porter son épée pour elle, car elle veut se rendre utile, mais Alicia lui répond qu'elle n'a plus son épée. Neil lui dit alors que si elle en a besoin, elle se souvient avoir entendu dire que Vrocko gardait plusieurs épées sympas dans son bureau. Alicia est ravie d'entendre cela et supplie Clem de lui laisser au moins une épée ordinaire. Clem sait qu'Alicia est pratiquement inutile au combat sans épée, alors il lui dit qu'elle peut aller en chercher une. Elle se précipite pour fouiller dans le bureau de Vrocko. Avec la mort de Vrocko et du reste des bandits, tous les esclaves se sont déjà enfuis, alors cet endroit est maintenant pratiquement vide. Clem demande à Neil si cet endroit va lui manquer, mais elle n'y a vécu que de mauvaises expériences, elle est donc contente de partir. Elle regrette seulement de ne pas avoir pu dire au revoir à Carm avant leur départ. En l'entendant parler ainsi de Carm, Clem se rend compte qu'il a peut-être commis une erreur plus tôt. Cependant, avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, Clem est soudainement pris en embuscade par le haut. Pendant ce temps, Alicia enfonce la porte du bureau de Vrocko et commence à fouiller le bureau. Elle y trouve de l'argent, une armure en cuir et une épée de bonne qualité, elle est donc satisfaite et s'apprête à retourner voir Clem, mais celui-ci traverse le mur et s'écrase sur le bureau. Il dit qu'il n'est toujours pas habitué à la facilité avec laquelle ce corps humain se fait malmener tout le temps, mais avant qu'il ne puisse expliquer ce qui s'est passé, Garth entre par le trou dans le mur, et au premier coup d'œil, Alicia peut voir qu'il est fort. Elle tire son épée pour se battre, mais l'instant d'après, Garth se jette sur elle avec un coup de pied si puissant que la pression de l'air lui laisse une coupure au visage. Il est impressionné par la rapidité avec laquelle Alicia a réagi pour esquiver son coup de pied, mais il pense qu'elle ne tiendra pas longtemps contre lui, alors il commence à la frapper coup de pied après coup de pied jusqu'à ce qu'elle perde l'équilibre. Garth recule alors d'un bond et libère un torrent de vent qui propulse Alicia à travers le toit. Alicia s'écrase à l'extérieur, et Garth est à nouveau impressionné qu'elle soit encore capable de se tenir debout, alors il lui propose un marché. Il ne s'intéresse qu'à Clem, alors il lui dit que si elle est prête à poser son épée et à partir, il ne la combattra plus. Cependant, Alicia ne croit pas un mot de ce que dit Garth, car elle pense qu'il doit être l'un des bandits survivants. Elle aimerait vraiment avoir l'épée Stream splittée à ce moment-là, mais comme elle ne l'a pas, elle va devoir compter sur l'une des techniques qu'elle a apprises de Hayden. Elle chasse toutes les pensées inutiles de son esprit, et désormais, la seule chose qui occupe son esprit est de courir avec Garth, et ses mouvements sont désormais beaucoup plus précis. La soudaine accélération d'Alicia surprend Garth, mais juste au moment où son épée est sur le point de frapper, Clem lui crie d'arrêter. Le corps d'Alicia obéit instinctivement à l'ordre de Clem, mais elle n'a toujours que le meurtre en tête, alors Clem doit la ramener à la raison. Une fois qu'Alicia est revenue à la normale, Clem lui explique qu'il s'agit d'un énorme malentendu et qu'il n'y a donc aucune raison de se battre contre Garth. De plus, s'il n'avait pas arrêté Alicia à ce moment-là, Garth l'aurait tué d'un coup de pied avant qu'elle ne puisse le frapper. Garth est une personne raisonnable, il demande donc à Clem d'expliquer ce qu'il entendait exactement par « c'est un malentendu ». Quoi qu'il en soit, Neil, là-bas, ressemble étrangement à un troll occidental, et Garth avait été informé qu'un troll était contrôlé dans ce camp avant de venir ici. Il a déjà vu les cavernes sous le camp et a trouvé le cadavre du troll, mais plusieurs parties du corps manquaient, comme si quelqu'un les avait retirées intentionnellement. L'hypothèse de Garth est que Clem est le chef de ce camp et qu'il a tué le troll pour s'amuser, mais c'est loin d'être la vérité. Clem demande à Neil d'emmener Luna et d'attendre devant le portail principal, car il a quelque chose à discuter avec Garth. Une fois qu'elle est partie, il révèle à Alicia que Garth est en réalité une bête noire déguisée. Alicia est choquée d'apprendre cela, car elle ignorait qu'il existait d'autres bêtes noires capables de se transformer en humains, mais Clem lui explique que Garth est simplement sous l'effet d'une puissante illusion. À la connaissance de Clem, il n'y a qu'un seul être capable d'utiliser une magie d'illusion aussi puissante, et ce n'est autre que le seigneur des bêtes noires de l'Ouest, Zaffier. D'ailleurs, Clem ne s'entend pas avec Zaffier, il préfère donc éviter de le rencontrer. Garth est choqué que Clem ait pu découvrir autant de choses à son sujet après une rencontre aussi brève, alors il demande à Clem de lui dire qui il est vraiment. Clem ne veut pas révéler sa véritable identité, alors il ment et dit qu'il est un serviteur du seigneur des bêtes sombres Clévatès. Garth le croit, alors il dissipe le sortilège d'illusion et révèle qu'il est un monstre ailé au service de Zaffier. Maintenant qu'il a révélé son identité, il demande à Clem de lui montrer la preuve qu'il est également une bête noire, alors Clem révèle l'une de ses vrilles d'ombre pour le convaincre. Cela suffit à Garth, qui propose une trêve, mais Alicia est paniquée, car c'est beaucoup d'informations à assimiler d'un coup. Tout d'abord,
Elle ignorait qu'il existait d'autres bêtes capables de se déguiser en humains et de parler naturellement la langue humaine comme Clévatès. Si tel est le cas, alors pourquoi les héros se sont-ils battus contre Clévatès au départ? Clem remarque le malaise sur le visage d'Alicia, alors il lui dit d'arrêter d'être aussi paranoïaque, car il n'y a pas beaucoup de bêtes sombres capables de se déguiser en humains, et à part Zaffier, personne d'autre ne se donnerait la peine de s'impliquer avec les humains sans une bonne raison. Cela dit, Garth veut savoir pourquoi Clem s'associe volontairement à une femme humaine. Clem explique qu'Alicia est une humaine qui a été transformée en servante, et qu'elle est désormais obligée d'obéir à ses ordres quoi qu'il arrive. Il la garde à ses côtés pour qu'elle lui serve de guide pendant qu'il apprend à connaître le monde des humains. C'est la même chose avec Neil et Luna, mais il n'a pas l'intention d'en dire plus à Garth. Garth comprend, il ne posera donc plus de questions, mais il tient à préciser que si Clem interfère avec sa mission, il devra le tuer, et Clem lui répond qu'il est libre d'essayer, mais que le tuer ne sera pas facile. Quoi qu'il en soit, comme Clem a répondu à l'une des questions de Garth, celui-ci dit qu'il a maintenant quelque chose à lui demander. Plus tôt, Garth a mentionné que Zaffier envisageait d'exterminer toute l'humanité, mais il trouve cela étrange car, d'après ses souvenirs, Zaffier a toujours aimé observer les humains. Les Orgites de l'Ouest le vénèrent même comme un dieu, alors pourquoi voudrait-il soudainement exterminer tous les humains? Garth accepte d'expliquer ce qui s'est passé et leur raconte qu'il y a 3 jours, il a remarqué que quelques-unes des bêtes sombres de l'Ouest avaient perdu leurs petits. En soi, cela n'aurait rien d'étrange, mais il a également trouvé une fiole à proximité, ce qui l'a amené à penser que les humains devaient être impliqués d'une manière ou d'une autre. Il se rendit chez Zaffier et l'informa de l'incident ainsi que de 9 autres incidents similaires qu'il avait découverts. Zaffier admit que les humains devaient être derrière tout cela, mais elle était un peu surprise qu'ils fassent une chose pareille alors qu'elle les avait si bien traités. Elle demanda à Garth d'aller enquêter et, s'il s'avérait que les humains kidnappaient les enfants des bêtes noires de la forêt, elle les exterminerait tous. Clem réfléchit un instant et se rend compte qu'il pourrait y avoir un lien entre les enlèvements des bêtes noires et les bandits. La nuit dernière, alors qu'il interrogeait Carm, elle lui a dit que tous les enfants nés dans ce camp finissaient par être vendus à un groupe d'hommes mystérieux en raison de leur talent, et que c'était ce que Vrocko avait prévu de faire à Luna également. Clem suppose que les enlèvements de bêtes noires et la vente d'enfants humains doivent être liés d'une manière ou d'une autre et dit qu'il a été question d'un certain talent. Il pense que la magie doit jouer un rôle dans tout cela. Lorsqu'Alicia entend Clem mentionner la magie, son expression s'assombrit, alors il lui demande si elle en sait quelque chose. Elle lui répond que la magie n'est toujours pas son domaine d'expertise, mais que kidnapper des enfants pour leur talent magique semble être le genre de choses que feraient les sorciers. Les sorciers sont des personnes qui ont changé la façon dont les guerres sont menées dans le royaume humain au cours des dernières années. À l'heure actuelle, l'issue des batailles dépend presque entièrement des compétences des sorciers de chaque camp, car un seul sorcier est capable d'éliminer des dizaines, voire des centaines d'hommes d'un seul sort. Certes, les sorciers sont également vulnérables aux attaques d'autres sorciers, ils ne sont donc pas invincibles, mais ils restent une force redoutable. Le premier à avoir introduit les sorciers dans la guerre est le général Drell, également connu sous le nom de tueur de dragons. C'est lui qui a tué le père d'Alicia lorsqu'elle était petite, et elle lui en veut depuis des années. C'est une histoire intéressante, mais Clem ne comprend pas pourquoi Alicia a perdu son temps à le poursuivre au lieu de s'en prendre à l'homme qui a tué son père, car Clévatès n'a jamais rien fait aux humains avant qu'ils ne l'attaquent. Mais Alicia répond que c'était la dernière volonté de son père, et qu'elle a donc dû mettre ses sentiments de côté et mener à bien sa mission pour avancer à travers le territoire de Clévatès. Pendant ce temps, ailleurs dans le royaume humain, l'armée du général Drell se dirige vers le sud, et il dispose de 50 000 hommes, car il prévoit de s'emparer des ruines de Hayden et de les revendiquer pour lui-même. Ceux qui restent de l'armée de Hayden tentent de l'arrêter, mais elle ne dispose que de 6 000 hommes au maximum et pratiquement aucun sorcier, il lui est donc impossible de le repousser. Miguel demande si les renforts vont bientôt arriver, mais dans l'état actuel des choses, il faudra au moins 3 jours pour que les renforts arrivent, ils sont donc livrés à eux-mêmes. Cependant, le commandant a un plan pour leur donner une chance de se battre, alors il dit à Miguel que s'ils parviennent à entrer dans la forteresse de Higat et à la fermer derrière eux, ils pourraient être en mesure de tenir tête à l'armée de Drell, même avec un nombre inférieur. Cependant, cela nécessiterait la coopération des soldats à l'intérieur de la forteresse, et bien qu'il leur ait déjà envoyé une lettre expliquant la situation, il n'a pas encore reçu de réponse, il suppose donc que la situation dans la forteresse doit également être chaotique. Le commandant et Miguel n'ont pas encore confirmé si les rumeurs selon lesquelles Clévatès aurait détruit Hayden sont vraies ou non, mais si Bolat était prêt à envoyer le général Drell pour la conquérir, il doit supposer que Hayden est vraiment tombé. S'il devait émettre une hypothèse, il dirait que Drell est à la recherche de la forge de Hayden, car sans elle, il serait impossible de fabriquer des armes magiques. Miguel reconnaît qu'il serait grave que les Bolat mettent la main dessus et fabriquent des armes magiques pour eux-mêmes, mais le problème est bien plus grave que cela. La forge royale de Hayden est l'un des plus anciens objets magiques existants, donc si les Bolat, obsédés par la magie, venaient à s'en emparer, qui sait quel secret ils pourraient découvrir? Avec un tel pouvoir,
Ils seraient capables de conquérir tout le continent, c'est pourquoi le commandant dit qu'il faut les arrêter à tout prix. Au même moment, le général Drell rencontre Ménard, le sorcier le plus puissant de ses forces, qui lui annonce qu'il vient de confirmer que Eden a bien été détruite par Clévatès et que tous les membres de la famille royale ont été retrouvés morts, à l'exception du prince héritier âgé de 6 mois. Il est le seul survivant de sang royal, mais on ignore actuellement où il se trouve, et Ménard ne peut donc pas confirmer s'il est vivant ou mort. Mais d'après d'autres informations, il a récemment appris par les bandits qu'ils avaient trouvé un bébé dont la description correspond à celle du prince. Ménard pense donc que cela vaut la peine d'enquêter, et Drell lui donne toute latitude pour faire le nécessaire afin de retrouver ce bébé et le lui ramener. Clem et les autres viennent d'arriver dans une ville voisine, alors Neil lui prépare une tasse de café pendant qu'ils attendent qu'Alicia rassemble quelques informations. Clem n'a jamais entendu parler du café auparavant, alors il demande des explications à Neil, mais elle ne sait pas vraiment ce que c'est non plus. C'est juste une boisson coûteuse que Vrocco lui demandait parfois de lui préparer, alors elle prend quelques grains de café en sortant, pensant que Clem pourrait aimer ça. Clem décide de goûter cette soupe mystérieuse aux grains, et après l'avoir laissée refroidir, il en prend une gorgée et trouve qu'elle a vraiment bon goût. Neil est contente qu'il l'apprécie, mais elle a quelque chose à lui demander. Elle veut savoir ce qui est arrivé à cet homme étrange qui a attaqué Clem dans le camp, car il a disparu à un moment donné, ce qui semble bizarre. Après avoir appris l'existence des sorciers et de la magie grâce à Alicia, Garth a dit à Clem qu'il allait partir pour faire son rapport à son maître, donc il ne le verrait pas pendant un certain temps. Mais il assure à Neil que même s'il le croise à nouveau, il ne les attaquera pas car il ne se méfie plus d'eux. À ce moment-là, Alicia arrive en courant sur la colline et apporte une mauvaise nouvelle, elle vient d'apprendre au village que la situation à Eden est actuellement catastrophique. Le pays voisin, Bolat, a franchi la frontière et envahi le territoire, et Eden riposte, mais avec le roi mort et la capitale détruite, il n'y a aucun moyen de gagner. Le pays d'Eslin a apparemment tenté d'arrêter l'avancée de Bolat, mais cela n'a finalement pas suffi à les ralentir. Clem demande pourquoi la nation d'Eslin voudrait aider à défendre Eden alors qu'elle n'est pas impliquée dans le conflit. Alicia explique alors qu'Eslin est en guerre avec Bolat depuis des siècles. Mais à l'heure actuelle, ils sont plus faibles que Bolat et ne veulent pas les laisser mettre la main sur la forge de Eden, car cela les rendrait invincibles. Bien sûr, même s'ils mettaient la main sur la forge, ils ne pourraient pas l'utiliser correctement sans quelqu'un de sang royal. Le principal problème ici est que Eden est largement surpassé depuis que Clem a tué son roi, et qu'il n'a plus aucun sorcier à utiliser au combat. À ce rythme, Eden ne tardera pas à être complètement rayé de la carte. Cela semble vraiment grave, mais Clem ne voit pas pourquoi il devrait s'en soucier, car tout ce qu'il veut, c'est faire de Luna le roi. Que Bolat prenne le contrôle de Eden ou non, cela lui est égal. Alicia dit à Clem que cela a de l'importance, car si Eden devient un territoire de Bolat, Luna ne pourra jamais devenir roi. Sous le règne de Bolat, seuls les citoyens nés à Bolat peuvent devenir rois, et d'après l'apparence de Luna, il est très évident qu'il est un Eden de sang pur, il deviendrait donc un paria sous le règne de Bolat. De plus, les Edens de sang pur sont extrêmement rares et très recherchés, car leur sang détient la clé pour affiner efficacement la vision d'Arcana. Et avec un homme comme Drell à la tête de l'offensive, on ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller. C'est Drell qui a tué le père d'Alicia, mais pas parce qu'ils étaient en guerre ou quoi que ce soit d'autre. En fait, lui et le père d'Alicia étaient autrefois amis. Mais comme le père d'Alicia était connu comme l'un des plus grands épéistes du pays, plusieurs années après sa retraite, Drell a décidé de le défier dans un combat à mort juste pour prouver qu'il était un meilleur épéiste. Et comme si cela ne suffisait pas, Drell regarde Alicia dans les yeux après avoir mortellement blessé son père, puis il fait exploser leur maison, sans aucune raison. Alicia était absolument furieuse, mais alors qu'elle s'apprêtait à saisir l'épée de son père pour attaquer Drell, son père l'en empêcha, car Drell n'hésiterait pas à la tuer dès qu'elle aurait pris l'épée. Dans ces derniers instants, il supplie Alicia de ne pas se laisser aveugler par la vengeance, car cela la mènerait sur un chemin de guerre dont elle ne reviendrait jamais. Au contraire, il veut qu'elle devienne une héroïne qui sauve les gens, et il lui promet qu'il veillera toujours sur elle. Ayant fait l'expérience de la cruauté de Drell, Alicia dit à Clem que la seule façon d'assurer l'avenir de Luna est d'arrêter Bolat et de les chasser de Eden. Clem comprend qu'Alicia a raison, mais il est tout de même un peu agacé par le fait qu'il va devoir protéger un endroit qu'il avait auparavant décidé de détruire. Alicia est ravie que Clem soit prêt à l'aider, alors elle dit qu'elle va se préparer à partir immédiatement, mais Clem lui dit qu'il veut qu'elle reste ici. S'il doit intervenir directement, il ne peut pas laisser les gens savoir qu'il ne le fait que parce qu'Alicia le lui a demandé, il aura donc besoin d'une raison pour affronter Drell. Et le fait que Drell ait kidnappé des enfants d'Arcbeast pour les utiliser dans son armée de sorciers est une très bonne raison. Cela donnera également à Clem une excuse pour voir à quel point ces sorciers sont vraiment puissants, il est donc un peu excité. Il est sûr qu'Alicia doit avoir très envie de se venger de Drell pour ce qu'il a fait à son père, mais la dernière volonté de ce dernier était très claire, il voulait qu'elle devienne une héroïne, pas quelqu'un animé par la vengeance. Alicia se souvient de la promesse qu'elle a faite, mais après tout ce qui s'est passé,
Elle peut difficilement se considérer comme une héroïne. Elle n'est qu'un cadavre ambulant contraint de servir Clem. Même si cela est vrai, Clem lui demande ce que signifie pour elle être une héroïne. Même si Alicia ne se considère pas comme une héroïne, Clem est certain que Neil la considère comme telle, car sa vie est bien meilleure maintenant grâce aux efforts d'Alicia. Alicia réalise qu'il a raison, alors elle accepte de rester, et tandis que Clem se transforme, il se précipite dans la forêt et se dirige vers l'armée de Bolat. Pendant ce temps, l'armée de Bolat vient de franchir la deuxième forteresse sur son chemin vers Eden, et Rod commence à s'inquiéter sérieusement, car si elle n'est pas arrêtée rapidement, elle ne tardera pas à atteindre Hydra. Il court immédiatement le long de la falaise avec Mikkel et lui dit qu'il y a une rivière peu profonde plus loin, donc s'ils veulent arrêter l'armée de Bolat, ou au moins la ralentir, c'est leur meilleure chance. Pendant ce temps, Alicia emmène Neil et Luna dans la ville, et alors qu'ils marchent dans la rue, ils entendent clairement quelqu'un se faire tabasser. Au début, Alicia est un peu inquiète, mais elle se rend compte qu'il s'agit simplement d'un des bandits qui a survécu à ces attaques, et elle n'est donc pas vraiment intéressée à l'aider. Les habitants de cette ville connaissent bien les bandits et tout ce qu'ils ont fait, donc une fois qu'ils reconnaissent cet homme comme l'un des leurs, il est impossible qu'ils le laissent partir. Neil est encore un peu effrayé, car cet homme en particulier l'a tourmenté tout le temps, mais Alicia lui assure qu'il ne la reconnaîtra jamais après tous les changements qu'elle a subis. Cependant, le bandit reconnaît Alicia, et dès qu'il l'aperçoit, il tente de détourner l'attention des habitants en la désignant comme la héroïne qui a libéré la bête marine géante dans le puits de mine. Les gens se retournent pour voir de quoi il parle, mais à ce moment-là, Alicia a déjà disparu, et même s'il l'avait vue, cela n'aurait rien changé au fait qu'il est abandonné. Finalement, les gens finissent par pendre tous les bandits qu'ils ont trouvés dans la ville, mais ils sont vraiment inquiets par tout ce qui s'est passé récemment. D'abord, il y a eu l'attaque de Clévatès, puis l'armée de Bolat, et maintenant un ancien monstre pieuvre. Avant même qu'on s'en rende compte, il pourrait y avoir des guêpes radioactives ou des vers glaciaires, mais quoi qu'il arrive, ils jurent tous de protéger leur ville contre toute menace. Pendant ce temps, Alicia et Neil cherchent un endroit où séjourner, mais c'est un peu difficile avec toute la ville en état d'alerte. Avant d'entrer dans l'auberge, Alicia demande à Neil de ne pas la qualifier de héroïne, car elle préfère garder son identité secrète pendant un certain temps. Dès qu'Alicia ouvre la porte d'entrée, elle trouve deux grands gaillards debout de chaque côté, qui l'accusent immédiatement d'être l'une des bandites. Alicia ne sait pas quoi faire dans cette situation, mais heureusement, la mère des deux hommes s'approche et leur dit d'arrêter d'importuner les invités. Phil tente d'expliquer qu'Alicia semble suspecte parce qu'elle porte un cache-œil et une épée, mais que vu tout ce qui se passe ces derniers temps, il est normal de porter une épée partout où l'on va. Cependant, il est rare de voir des gens avec un bébé Eden, alors Carrie demande des explications à Alicia. Alicia lui explique qu'elle et Neil sont les gardes du corps d'une personne très importante et que leur mission actuelle consiste à protéger ce bébé à tout prix. Carrie trouve cela assez convaincant et, même si elle est persuadée qu'il y a autre chose derrière cette histoire, elle n'a pas l'intention de se mêler des affaires de clients payants. Elle demande à Alicia et Neil ce dont ils ont besoin, et Alicia répond qu'elle aimerait une chambre pour deux, de préférence avec un lit suffisamment confortable pour un bébé. Carrie lui dit que la chambre coûtera 2 pièces d'argent par nuit, alors Alicia lui donne suffisamment d'argent pour 2 nuits, et Carrie lui dit qu'elle peut prendre la première chambre à gauche. Elle demande ensuite à ses fils d'aider les clients à porter leurs bagages jusqu'à leur chambre. Pet suit Neil et lui propose de porter ses bagages. Neil lui répond qu'elle peut très bien les porter toute seule, mais Pet insiste, alors elle lui tend les sacs. Pet regrette immédiatement d'avoir proposé son aide, car les sacs sont beaucoup plus lourds qu'il ne le pensait. Pet et Phil finissent par monter les bagages dans la chambre, et Alicia semble satisfaite, alors Carrie s'en va et lui dit qu'elle peut la trouver en bas si elle a besoin de quoi que ce soit. Une fois qu'elle est partie, Neil suggère qu'ils mettent Luna au lit afin qu'ils puissent se reposer, mais à l'insu des deux, l'un des insectes de Ménard a repéré Luna. Maintenant qu'il sait exactement où se trouve le prince Eden, il envoie toute son armée d'insectes à sa poursuite. Un peu plus tard, Alicia regarde par la fenêtre, se demandant si Clem est déjà arrivée sur le champ de bataille, mais Neil attire son attention et lui dit qu'elle devrait venir voir la première dent de lait de Luna. Quelques minutes plus tard, Carrie frappe à la porte pour informer Alicia et Neil que le repas est prêt, mais elle se rend compte que Luna dort encore, alors elle dit à Alicia qu'elle peut venir le chercher et le ramener dans sa chambre. Alicia suit Carrie en bas, et Carrie lui montre le repas au bout de la table. Alicia s'y rend pour le prendre, mais en chemin, elle entend tous les clients du bar dire que tout ce désordre est la faute des héros. S'ils n'étaient pas partis défier l'un des seigneurs des bêtes, Clévatès n'aurait jamais détruit Eden, et Bolat n'aurait jamais déclenché cette guerre. L'opinion publique à l'égard des héros est actuellement très mauvaise, et les gens ont tout à fait le droit d'être en colère, car ces soi-disant héros n'ont fait que leur rendre la vie plus difficile. Alicia s'apprête à remonter dans sa chambre, mais elle sent soudain la présence d'une bête noire, et l'instant d'après, quelque chose passe par la fenêtre du rez-de-chaussée. Il atterrit juste à côté de Pet, qui pense qu'il s'agit d'une balle ordinaire et s'apprête à la ramasser, mais Alicia lui crie de ne pas la toucher. Malheureusement, il est déjà trop tard,
car la balle commence soudainement à grossir et pète contre le plafond, révélant qu'il s'agit en fait d'un mille-pattes géant. Ménard entre alors dans l'auberge et informe tout le monde qu'il ne s'agit pas d'un insecte ordinaire, mais d'un insecte provenant de la forêt des bêtes sombres, et qu'il est donc aussi puissant que certaines des bêtes sombres les plus redoutables qui existent. Un homme ne prend même pas la peine d'attendre que Ménard termine son discours, car il est venu ici ce soir pour s'amuser, pas pour affronter un monstre mille-pattes, et il saute immédiatement par la fenêtre pour s'enfuir. Normalement, cela aurait été une stratégie de survie exceptionnelle, mais malheureusement, Ménard avait déjà plusieurs centaines de monstres insectes campant à l'extérieur, et le type finit par se faire dévorer quand même. Ménard a mis cela en place pour s'assurer que personne ne puisse s'échapper de la ville avant qu'il ait terminé sa mission, et pour s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, il se présente comme le mage le plus puissant de l'armée de Drell. Tout le monde est très inquiet, car ils ne pensaient pas que l'armée de Drell attaquerait leur village de cette manière, mais Ménard leur dit qu'il n'est pas là pour prendre le contrôle de leur village. Sa mission consiste simplement à confirmer si le bébé Aiden présent ici est de sang royal ou non. Alicia se rend compte que la situation est vraiment grave, et si Ménard sait déjà que Luna est ici, alors elle doit se dépêcher de l'éloigner le plus possible. Cependant, elle entend soudainement Neil crier depuis la chambre, et nous découvrons que Ménard a déjà envoyé son subordonné, le sorcier Neil Chiffonite, dans la chambre. Elle est actuellement en train de plaquer Neil contre le mur avec le cadre du lit. Neil ne comprend pas comment Nat a pu entrer par la fenêtre, car ils sont au 2e étage. Elle lui explique alors qu'elle s'est simplement envolée jusqu'ici avec sa hache. Son pouvoir lui permet d'attirer et de repousser les objets en fer. Elle s'est donc agrippée au manche de la hache et l'a lancée en l'air pour se hisser jusqu'ici. Elle ne comprend pas vraiment comment cela fonctionne, mais il y a apparemment une énorme tortue sombre avec une carapace en fer, et toutes les armes métalliques utilisées pour l'attaquer finissent par y rester coincées de façon permanente. Maintenant qu'elle a expliqué comment fonctionne son pouvoir, elle doit se remettre au travail, alors elle sort une pilule de son sac et se dirige vers Luna. Neil lui demande ce qu'elle fait, et Nat répond qu'elle donne simplement à Luna un médicament qui permettra d'évaluer son potentiel magique. Si le bébé peut utiliser la magie, ses yeux changeront de couleur et il ira parfaitement bien. Sinon, il pourrait cracher du sang et mourir, c'est 50-50e. Après avoir entendu que Luna pourrait mourir, Neil crie et supplie Nat d'arrêter, et quand Alicia entend les cris de Neil, elle se précipite dans la pièce pour aider, mais avant qu'elle n'arrive, Ménard utilise son mille-pattes pour la projeter contre le mur. Il ne sait pas qui est Alicia, mais il ne peut pas la laisser entraver son plan, alors il va la tuer. Pendant ce temps, dans la pièce, Neil lutte toujours pour se libérer afin d'aller aider Luna, mais Nat lui dit qu'elle perd son temps. La force que Nat peut exercer avec ses cadres de lit est suffisante pour arrêter un taureau en pleine charge. Avec 2 cadres, Neil devrait donc être plus forte que 2 taureaux en pleine forme pour s'échapper, et ses petits bras ne peuvent en aucun cas y parvenir. Cependant, à la grande surprise de Nat, les petits bras de Neil parviennent en quelque sorte à bouger les cadres de lit, et d'un coup sec, Neil assomme Nat. Ménard entend un grand fracas provenant de la chambre et se demande ce qui a bien pu se passer, mais lorsqu'il essaie d'ordonner au mille-pattes d'aller voir, il se rend compte que quelque chose le retient. Alicia a réussi à survivre à l'attaque du mille-pattes et à nouer son antenne, le désorientant complètement. Maintenant qu'il ne peut plus bouger correctement, Alicia le jette à terre et court vers la chambre pour voir si Neil et Luna vont bien. Ménard est impressionné, car personne d'ordinaire ne pourrait maîtriser une bête magique comme celle-ci, et maintenant qu'il l'a bien observée, il réalise qui est Alicia. Alicia ouvre la porte de la chambre, prête à se battre, mais à sa grande surprise, elle voit Nat inconscient sur le sol, avec Neil tenant Luna à côté d'elle. Elle remarque également l'énorme trou dans le mur et demande à Neil si c'est Nat qui a fait cela, mais Neil lui répond que c'est en fait elle qui en est la cause. Elle ne l'avait pas fait exprès, mais lorsqu'elle a poussé le cadre du lit pour se libérer, celui-ci a fini par heurter Nat et traverser le mur. Alicia ne comprend pas comment une telle chose est possible, mais elle n'a pas le temps de se poser la question pour l'instant, car ils doivent sortir d'ici. Elle attrape son épée et dit à Neil de rester près d'elle, car ils vont sauter par la fenêtre. Une fois qu'ils ont sauté, Alicia utilise ses talents d'épéiste pour trancher tous les insectes dans les airs afin qu'ils puissent commencer à courir, et lorsque Nat reprend conscience, il est déjà trop tard pour qu'elle les arrête. Elle aimerait se lancer à leur poursuite, mais les insectes dans les airs ne font pas de distinction, elle serait donc tuée dès qu'elle mettrait le pied dehors sans l'aide de Ménard. Peu de temps après, Alicia et Neil parviennent à sortir de la ville, et les insectes cessent soudainement de les poursuivre, car Ménard leur a seulement ordonné d'encercler la ville. Avec un peu de chance, ils pourraient traverser la forêt avant l'aube, mais les choses ne sont jamais aussi simples. Ils finissent par se heurter à un deuxième mur d'insectes dans la forêt, et ceux-ci sont beaucoup plus nombreux, si bien qu'Alicia ne pourra pas se frayer un chemin à travers eux comme auparavant. Neil demande ce qu'ils doivent faire, et Alicia n'en est pas tout à fait sûre, mais pour l'instant, ils doivent trouver un endroit où se cacher. De retour à l'auberge, Nat redescend et annonce à Ménard que les femmes se sont enfuies. Ménard lui demande si elle a au moins réussi à tester les aptitudes magiques du bébé, mais elle n'en a pas eu l'occasion,
car Neil l'a assommé avec le cadre du lit. Ménard se rend compte qu'ils ont gravement sous-estimé ces deux-là, mais toute cette affaire lui a permis de confirmer certains détails. Tout d'abord, la femme blonde était la héroïne, Alicia Glanfal, et Ménard en est certain car il était présent lorsque Drell a tué son père. Il est impossible qu'une héroïne voyage avec un bébé ordinaire, ce qui confirme que Luna est bien le prince Aiden qu'il recherchait. Il est impatient de torturer une héroïne lorsqu'il mettra la main sur elle, et Nat le regarde en se demandant pourquoi elle doit passer du temps avec ce fou. Une fois que Ménard a fini de rire comme un maniaque, il dit à Nat qu'ils doivent rassembler tous les habitants et les amener sur la place principale. Une fois que tout le monde est dehors, le chef de la ville demande à Ménard pourquoi il les a amenés ici, car s'il pense que quelques insectes suffiront à les faire se soumettre, il se trompe lourdement. Ménard est étonné de voir à quel point les gens ici sont audacieux, mais il veut clarifier certaines choses dès le départ. Tout d'abord, il dit que lui et l'armée de Bolat ne seraient même pas là si le roi de Aiden n'avait pas pris ce pari idiot et attaqué Clévatès. Maintenant que la capitale a été détruite, il est possible que Clévatès revienne pour prendre le contrôle du territoire, c'est pourquoi l'armée de Bolat intervient gentiment pour les protéger. Ce n'est qu'un prétexte pour envahir Aiden, et sans le roi ni son arme magique, ils ne peuvent pratiquement rien faire pour les en empêcher. De plus, Ménard leur dit qu'ils ont un ennemi plus redoutable à affronter pour le moment, car la femme blonde qu'ils ont rencontrée plus tôt est l'une des 13 héros à l'origine de tout ce désordre. S'ils veulent passer leur frustration sur quelqu'un, ils peuvent commencer par la traquer. Pendant ce temps, l'armée de Drell est toujours en route pour conquérir la capitale déchue de Aiden, et elle est en train de traverser une rivière peu profonde lorsque Drell s'arrête soudainement, car il sent que quelqu'un l'observe. Il ordonne à son harceleur de se montrer immédiatement, car il est inutile de se cacher lorsque la lune brille aussi fort cette nuit. Soudain, Rod surgit des buissons voisins et plante immédiatement sa lance dans l'eau, la gelant complètement et piégeant les pieds de tous les soldats de Drell. Il ordonne alors à tous ses hommes d'avancer, et même si l'armée de Drell est 10 fois plus nombreuse que celle de Rod, ses soldats sont équipés de crampons à glace et peuvent donc se déplacer librement, tandis que les bêtes noires asservies par Drell peuvent à peine marcher. Mickle mène les soldats au combat et dit à tout le monde de viser d'abord les sorciers de Drell afin qu'ils ne puissent pas se libérer. Drell connaît bien les capacités de la lance de givre, mais même à pleine puissance, elle n'aurait pas dû pouvoir geler toute la rivière d'un seul coup. Il suppose que Rod a du poster des sorciers plus en amont pour refroidir l'eau juste en dessous du point de congélation afin que la lance de givre puisse faire le reste, et il admet qu'il est impressionné par la stratégie bien pensée de Rod. Rod semble avoir véritablement maîtrisé la lance de givre, et s'il bat Drell ici, il peut mettre fin à toute cette guerre, mais Drell lui dit que ce ne sera pas si facile. Rod charge Drell avec sa lance, mais Drell riposte avec un puissant coup de revers, projetant Rod plusieurs mètres en arrière. Rod reste déterminé et utilise sa lance pour lancer une attaque de magie de glace sur Drell, mais Drell réagit à temps pour l'esquiver et saute de son cheval, le laissant figé sur place. Rod et Drell commencent alors à se battre, et une fois de plus, Drell est impressionné par les capacités de Rod, car si un Regalia peut vous conférer des pouvoirs, il faut une réelle force pour exploiter tout son potentiel comme cela. Cependant, il ne pense toujours pas que cela suffira à briser les chaînes du monde. Il libère alors son pouvoir et utilise son épée pour invoquer une griffe de dragon dans les airs. Rod est absolument stupéfait, car les insignes royaux ne sont pas censés pouvoir invoquer des objets physiques, mais cette griffe de dragon était bien réelle, car elle a envoyé Rod voler à travers la rivière. Mickle et le reste des soldats remarquent que Rod est en difficulté, alors ils font tous demi-tour pour aller le soutenir. Pendant ce temps, Drell explique qu'en fusionnant son épée avec la magie, celle-ci est devenue bien plus puissante qu'une épée normale. À ce moment-là, Drell remarque que certains des hommes de Rod se dirigent vers lui, alors il se retourne immédiatement et les anéantit avec sa griffe de dragon, ainsi que tous ses propres hommes. Rod n'arrive pas à croire que Drell puisse tuer ses propres soldats avec autant de cruauté, mais Drell estime que quiconque est assez faible pour mourir d'une telle attaque ne mérite pas de voir le monde au-delà de ses frontières. Rod ne comprend pas de quoi parle Drell, car celui-ci évoque depuis un moment les frontières et les chaînes. Drell lui explique alors que son objectif est de détruire la légende des héros. C'est cette légende qui les a poussés à défier des adversaires invincibles avec des méthodes qui rendent la victoire presque impossible. Les choses sont ainsi depuis des milliers d'années, et personne n'a jamais songé à remettre cela en question, si bien que la tradition est restée inchangée, mais tout cela va prendre fin ici. Drell dit à Rod qu'il ne va pas le tuer car il était un adversaire digne de ce nom, et qu'il devrait savoir maintenant qu'il n'a aucune chance de gagner ce combat. Rod essaie de se relever, mais il n'a plus aucune force dans le corps, il est donc contraint de regarder Drell poursuivre sa conquête. Cependant, un instant plus tard, Clévatès atterrit sur le champ de bataille, et tout le monde le regarde avec terreur en réalisant que le seigneur des bêtes sombres du sud est là. Clévatès voit que Drell est le responsable ici, alors il lui dit qu'il a une question à lui poser, quelqu'un a kidnappé des enfants humains et des enfants bêtes sombres, et d'après ce qu'il a entendu, cela a quelque chose à voir avec la magie que Drell utilise. Il veut donc savoir si Drell est vraiment derrière tout cela.
Drell lui demande si un seigneur des bêtes devrait vraiment venir jusqu'ici juste pour poser une question alors qu'il a probablement des choses plus importantes à faire, mais Clévatès lui répond que c'est simplement l'un de ses devoirs en tant que seigneur. Si quelqu'un profane ses terres ou son peuple, la loi du pays exige qu'il le tue de ses propres griffes en guise de représailles. Drell demande ce qui donne à Clévatès le droit de déterminer la loi du pays, mais Clévatès commence à s'agacer du fait que Drell parle autant, alors il le poignarde dans l'estomac. Il dit à Drell que cela aurait pu être évité s'il avait simplement répondu à cette fichue question, mais malgré le trou dans sa poitrine, Drell ne semble pas du tout déconcerté. Il dit qu'il savait déjà que Clévatès allait venir le tuer, et qu'il savait qu'il n'avait aucune chance de gagner dans un combat frontal, alors il s'était préparé à l'avance. Un troisième œil s'ouvre sur le front de Drell alors qu'il se prépare à utiliser son sort ultime, Dark Écrat Prison. Cela prend Clévatès au dépourvu, car il ne savait pas qu'il était possible pour les humains d'utiliser l'écrat sombre. L'instant d'après, le corps de Drell explose, couvrant Clévatès de son sang. Une fois tout cela terminé, il ne reste plus que l'épée de Drell et une sphère géante de ce qui était autrefois Drell entourant Clévatès. Cependant, si vous pensiez que Drell était mort, vous vous trompez, car avant de se faire exploser, il a transféré sa conscience dans son épée. Il n'a donc plus de corps humain et est désormais un être entièrement composé de la magie de son épée. Il a pris beaucoup de risques en sacrifiant son corps pour cette prison d'écrat noir, et il est convaincu que même quelqu'un d'aussi puissant que Clévatès ne pourra pas s'en échapper facilement. Clévatès semble avoir été rendu inconscient par la prison, il reste donc immobile à l'intérieur, et Drell prévoit de le laisser là jusqu'à ce qu'il finisse par mourir de faim ou de vieillesse. Rod regarde avec étonnement et effroi, car il n'arrive pas à croire que Drell ait vraiment réussi à vaincre Clévatès aussi rapidement alors que les 13 héros avaient échoué. Si Drell est capable d'un tel exploit, alors Aiden n'a aucune chance contre sa puissance. Drell est plus déterminé que jamais à poursuivre sa mission, il ordonne donc à tous ses soldats restants de se préparer à partir. Pendant ce temps, dans la forêt, Alicia et Neil tentent toujours d'échapper à Ménard quand Alicia sent soudain que quelque chose ne va pas. Cependant, elle n'a aucune idée de ce qui a provoqué cette étrange sensation, et elle n'a aucun moyen de contacter Clévatès d'ici, elle dit donc à Neil qu'ils doivent continuer à avancer. Pendant ce temps, un groupe de villageois en colère les traque lentement sur ordre de Ménard. Les gens de la ville crient qu'ils ont vécu ici toute leur vie, donc ils connaissent cette forêt comme le fond de leur poche, et ce ne sera qu'une question de temps avant qu'ils ne trouvent Alicia. Ils ont toujours détesté les héros parce qu'ils n'ont jamais fait de vrai travail à part tuer une bête sombre incontrôlée de temps en temps, mais tout le monde les traitait toujours comme des sauveurs. Tout l'argent des autres impôts était utilisé pour financer le mode de vie des héros, et regardez où ces mêmes héros les ont menés. Ils savent qu'Alicia se cache dans la maison, alors ils lui disent de sortir et de les affronter déjà, et il n'y a aucun moyen pour elle de s'en sortir. Comme ils ne pouvaient pas quitter la ville, Alicia savait qu'ils finiraient par être encerclés, mais elle ne pensait pas que les villageois les trouveraient si tôt. Heureusement, on dirait que Ménard ou ses insectes ne sont pas encore arrivés ici, alors Alicia dit à Neil de rester loin des fenêtres et de se cacher parce que la sécurité de Luna est leur priorité absolue pour le moment. Même s'ils étaient capables de courir, cela ne ferait aucune différence à moins qu'ils ne trouvent un endroit où se cacher. Juste à ce moment, Phil crie qu'il en a assez d'attendre qu'Alicia se montre, donc si elle ne veut pas sortir, alors il va brûler tout le bâtiment avec elle à l'intérieur. Cependant, alors qu'il s'apprête à incendier l'endroit, Pet attrape sa main et lui dit d'arrêter parce que ça va trop loin. Le père de Phil, Mark, lui dit que leurs ancêtres ont construit cette roue où il y a des siècles lorsqu'ils se sont installés dans ce village, et Mark ne va pas laisser Phil la brûler pour rien. Phil essaie de soutenir que c'est la seule solution puisqu'ils doivent remettre Alicia à Ménard, mais Mark lui donne juste une claque sur la tête et dit qu'il n'allait pas obéir aveuglément aux demandes d'un étranger juste parce qu'il peut contrôler les insectes. Il s'approche du bâtiment et se présente comme étant le responsable des défenses de cette ville, et il promet que si Alicia descend lui parler, il ne laissera personne lui faire de mal parce qu'il a juste une question à lui poser. Alicia n'a pas vraiment le choix, alors elle décide de faire confiance à Mark et descend pour lui parler. Une fois Alicia dehors, Mark la regarde et demande ce qui est arrivé à sa tenue. Alicia lui dit qu'elle ne l'a plus, et Mark demande si cela signifie qu'elle l'a vendue pour de l'argent après avoir abandonné la mission, mais Alicia explique qu'elle l'a en fait laissé tomber pendant son combat contre Clévatès. Elle et les autres héros ont été complètement anéantis, et elle peut comprendre pourquoi les gens de la ville la détestent vu la tournure des événements, mais à sa surprise, Mark dit qu'il n'a aucun problème avec elle. Bien sûr, il aurait tué Alicia sur place si elle lui avait dit qu'elle avait vendu sa tenue pour de l'argent et s'était enfuie comme une lâche, mais si elle a vraiment combattu Clévatès et a simplement perdu, il ne peut pas lui en vouloir. Après tout, c'est le roi qui a décidé de suivre les traditions et a envoyé les héros dans cette mission impossible, donc il n'avait pas le choix en la matière. Alicia reste incrédule devant le bon sens dont fait preuve Mark, mais il n'est pas du genre à garder rancune pour ce qui s'est passé dans le passé. Cependant, il veut savoir ce qu'Alicia pense qu'il devrait faire ensuite. Pense-t-elle que cela vaut la peine de continuer leur tradition et d'essayer d'aller au-delà du territoire des bêtes sombres?
Ou devraient-ils simplement abandonner et continuer à vivre leur vie comme ils l'ont toujours fait? Alicia repense au jour où elle a combattu Clévatès, et après avoir été tailladée en lambeaux et projetée en l'air, même si ce n'était qu'un instant, elle a pu voir clairement à quoi ressemblait le monde au-delà du territoire des bêtes sombres, et il était rond sans fin en vue. Cela peut paraître idiot venant de quelqu'un qui a échoué si misérablement, mais elle pense qu'il est important de ne jamais arrêter d'essayer d'atteindre le monde extérieur parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas apprendre ou obtenir sans faire un acte de foi. Elle a récemment rencontré quelqu'un qui est à la fois arrogant et terrifiant, et même s'il la traite comme une ordure, si elle ne l'avait jamais rencontré, elle n'aurait jamais eu la chance d'élargir sa vision du monde, et sachant que le monde est bien plus vaste que tout ce qu'ils ont jamais vu auparavant, Alicia refuse qu'on lui dise qu'il n'y a aucun sens à se battre pour le voir. Marc a été très impressionné par son discours, alors il dit à Alicia qu'elle est libre de partir. Il est sûr que quelques-uns de ces hommes sont probablement encore en colère contre elle parce qu'elle est un héros, mais il trouvera un moyen de les calmer, mais elle va devoir trouver un moyen de traverser ce mur d'insectes par elle-même. Cependant, alors que Marc s'apprêtait à partir, Ménard apparaît soudainement sur son mille-pattes géant, et il tranche immédiatement Marc à crosse la poitrine pour avoir ruiné son jeu. Il voulait s'amuser à regarder les citoyens lyncher le dernier héros survivant, mais Marc a dû aller lui pardonner à la place. Alicia ne perd pas de temps, tranche immédiatement le mille-pattes en morceaux, mais Ménard a réussi à s'échapper, et il a déjà appelé le reste de ses insectes à attaquer, donc les gens de la ville sont en grave danger. Alicia dit à tout le monde d'entrer rapidement dans la maison pour ne pas finir en nourriture pour insectes, et pendant ce temps, elle se met au travail pour en abattre le plus possible. Ménard dit moqueusement qu'il est impressionné par la ténacité d'Alicia, mais il se demande combien de temps elle pourra tenir seule, d'autant plus qu'un tas des petits insectes sont venimeux, et elle a été si occupée avec les gros qu'elle n'a pas remarqué les petits qui la mordaient. Chaque insecte ici est dangereux, des abeilles dans l'air aux fourmis sur le sol, et même une araignée avec un venin si puissant qu'il peut détruire votre sang. Ce dernier effraie vraiment Alicia puisque la seule chose qui la maintient en vie pour le moment est le Black Icer que Glenn a utilisé pour remplacer son sang, donc si le venin de l'araignée détruit cela, alors elle ne tiendra vraiment pas longtemps. Ménard aimait en fait les héros quand il était petit, mais tout a changé le jour où il a perdu toute sa famille dans un incendie, et depuis, il en veut aux héros de n'avoir rien fait pour aider. Le corps d'Alicia commence à trembler à cause du poison, mais les insectes continuent de la poursuivre, donc elle ne peut pas du tout se reposer, mais alors qu'elle est en train de se battre pour sa vie, elle entend soudain une voix familière. Elle regarde vers le bas et voit la tête de Clévatès sortir de sa poitrine, et il lui dit tranquillement de se dépêcher de finir ce qu'elle fait ici parce qu'il a besoin de son aide pour quelque chose. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Neil et les autres habitants de la ville regardent anxieusement le combat, mais ils se rendent bientôt compte que certains insectes parviennent à entrer par les fissures dans le mur, alors ils les font tomber précipitamment au sol et commencent à les écraser. Ils ne peuvent pas laisser ces choses entrer ici, surtout avec le futur roi dans la pièce, alors ils attrapent tous les matériaux qu'ils peuvent trouver et commencent à boucher tous les trous dans les murs. Dehors, Ménard prend toujours son temps pour se moquer d'Alicia alors qu'elle lutte pour repousser les insectes, et il la traite de héros frauduleux pour être si faible. Il utilise ensuite sa magie pour invoquer un scorpion géant qui était juste en train de se détendre sous terre pour une raison quelconque, et il lui ordonne de l'attaquer, alors Alicia est projetée dans l'eau. Pendant qu'elle est submergée, Clévatès sort, et maintenant, il a compris qu'elle a du mal à se battre parce qu'elle a été empoisonnée par tous ces insectes. Elle lui demande si le poison fonctionne vraiment sur l'Icras sombre et malheureusement, c'est le cas. Il n'est pas assez fort pour le détruire complètement, mais jusqu'à ce que les effets du poison disparaissent, Alicia ne pourra pas guérir de ses blessures, donc son immortalité est essentiellement disparue. À la surface, Ménard demande bruyamment si Alicia pense qu'être sous l'eau la protégera de lui parce que ça ne le dérange pas de rester assis ici à attendre qu'elle remonte pour respirer. Cependant, il n'est pas sûr que ses amis cachés dans cette maison vont survivre aussi longtemps, donc elle devrait peut-être se dépêcher. Dans la maison, les gens de la ville ont réussi à bloquer tous les trous de la maison, mais soudainement, ils remarquent que quelque chose est tombé du toit, et c'est une larve géante. Phil l'écrase immédiatement, mais il y en a beaucoup d'autres d'où elles viennent, et non seulement elles rongent le toit, mais elles dévorent aussi toute la forêt. De retour en ville, une fois que Ménard est parti, les gens que Marc a dit de rester en arrière ont assommé les soldats Bolat, mais ils commencent à entendre un bruit étrange venant de la forêt voisine, et ils ne savent pas ce que c'est. Nat leur dit que ça a déjà commencé, mais les hommes n'ont aucune idée de ce dont elle parle. En fait, ils se demandent pourquoi elle n'est pas partie avec Ménard en premier lieu quand il s'est enfui, mais la réponse est simple. Elle tient à sa vie, donc elle ne veut pas être près de Ménard à moins d'y être obligée. Il est le maître de tous les insectes et un lunatique absolu, donc quand il devient frénétique, rien autour de lui ne survit. De retour dans la forêt, Ménard rit menaçant alors que les larves dévorent la forêt, et il explique que ces larves sont en fait très spéciales parce qu'elles n'éclosent qu'une fois par siècle, et quand elles le font, toute la végétation environnante est complètement éradiquée en quelques minutes, donc quand elles auront fini, il ne restera plus rien de cette forêt.
Cela n'a rien à voir avec Alicia, d'ailleurs. Ménard sait juste que les villageois comptent sur le bois de la forêt pour gagner leur vie, alors il a voulu les baiser en la détruisant. De plus, une fois que les larves auront fini de déchirer ce bâtiment, tout le monde à l'intérieur deviendra de la nourriture pour insectes, donc c'est 2 oiseaux avec une pierre pour lui. Alicia refuse de laisser cela continuer plus longtemps, alors elle saute hors de l'eau pour l'arrêter, mais elle est déjà trop tard parce qu'un tas de larves se sont transformées en cocons et elles vont éclore d'un moment à l'autre. Quelques secondes plus tard, des centaines de papillons de nuit émergent et ils vont tous droit après Alicia, mais quand elle les frappe, leurs ailes la couvrent d'une poussière étrange et cela brouille sa vision. Elle peut à peine voir ce qui se passe maintenant, alors Ménard en profite et utilise le scorpion pour la repousser. Elle fait de son mieux pour se libérer, mais elle n'a plus de force à ce stade, donc elle est sur le point d'être consumée. Clévatès voit que s'il ne fait rien bientôt, alors Alicia mourra, alors il décide enfin de l'aider un peu, alors il sort Stream splitté de son ombre. Ménard voit l'épée émerger du tas d'insectes, et il commence à s'inquiéter parce que cela ressemble terriblement à une tenue. Clévatès dit à Alicia que tous les êtres vivants sont mostly faits d'eau, et il en va de même pour les insectes, alors il veut qu'elle les considère comme une rivière et en finisse rapidement parce qu'il a encore besoin de son aide. Alicia saisit l'épée et d'un seul coup, elle transforme les insectes autour d'elle en brume, mais c'est loin d'être suffisant. Elle prend sa position et avec toute la puissance restante dans son corps, elle exécute une coulée d'eau fluide, portant la force à travers un grand volume d'eau, et dans ce cas, cette eau et les insectes, donc chaque dernier insecte dans la forêt est éradiqué en un instant. Nat peut voir le nuage de jus d'insectes depuis la ville et elle ne peut pas croire que quelqu'un était vraiment capable de détruire tous ces insectes si rapidement. Avec chaque dernier insecte mort, la pierre magique incrustée dans la poitrine de Ménard se fissure. Ménard ne peut plus utiliser sa magie et est complètement impuissant. Alicia pointe alors son épée vers lui et il essaie de jouer les durs en disant qu'elle ne le fera jamais se rendre, mais elle s'en fiche vraiment, alors elle l'assomme simplement. Elle était victorieuse, mais ce combat l'a laissée épuisée, alors elle s'évanouit peu après. Neil sort pour vérifier l'état d'Alicia, mais au moment où elle arrive, elle voit Clem la porter, et elle est un peu confuse parce qu'elle ignorait que Clem était revenu de sa mission. Clem dit à Alicia qu'elle a perdu beaucoup trop de temps à s'occuper de ce faible, et qu'ils doivent se préparer à partir immédiatement parce que la situation a changé. Cette version de Clem est juste un clone qu'il a fait à partir de l'icra sombre dans le corps d'Alicia après s'être fait sceller dans une bulle de sang, et il a besoin de son aide pour se libérer. Alicia lui demande s'il a au moins réussi à vaincre Drell, mais à ce sujet, Clem est pretty sûr que Drell a le pouvoir d'une des bêtes du Seigneur sombre de son côté, donc il ne sera pas facile à battre. Merci d'avoir regardé.